C'est quoi ton record dans la journée du nombre de filles 15. différentes? 15 filles. Oh, les 15 sur moi, où t'en peux plus, t'es comme ça, vraiment. Oui, c'est trop. C'en est même douloureux, tu sais. Bah oui, et ça cette fait scène mal. avait duré 7 heures. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, notre invité, c'est Manuel Ferrara, l'acteur X le mieux payé au monde. On va faire une émission en 2 parties où il va venir nous raconter les scènes les plus incroyables qu'il a faites, ce qu'il a vu de plus fou sur les tournages, comment il arrive à gérer sa vie de couple, sa vie de père de famille aussi. Il va nous raconter tout ça. En tout cas, merci à vous tous d'être de plus en plus nombreux. Continuez de nous écouter en podcast audio aussi. Si vous ne le savez pas, on fait des podcasts audio. Donc, c'est la même chose que sur les vidéos YouTube, mais que vous pouvez écouter partout. Quand vous faites du sport, quand vous bossez, quand vous roulez, sur un trajet. Si vous êtes dans le lit le soir aussi, vous pouvez nous écouter. Sur Spotify, vous tapez juste Légende. Sur Deezer, sur Google Podcast ou Apple Podcast. Merci en tout cas d'être de plus en plus nombreux chaque semaine. On est numéro 1 des podcasts en ce moment, au jour du tournage. Donc, ça fait des mois que vous êtes là, à arriver de plus en plus nombreux. Merci 1000 fois. Et là, c'est parti avec Manuel Ferrara, l'acteur X français, le mieux payé au monde. C'est parti. Salut, c'est Manuel Ferrara, acteur X, aujourd'hui chez Légende. Voilà, bienvenue. Merci. Manuel, qui nous a envoyé un mail. Je te jure. Et on a, je sais, eu plusieurs fois l'occasion de s'écrire par des copains en commun ou quoi. Ouais. On dit, tiens, Manuel, il aime bien l'émission, il aimerait trop la faire. Bah, hyper content de t'avoir. Parce que tu habites aux États-Unis, toi. J'habite à Los Angeles, ouais. Et ces derniers temps, je regarde beaucoup Légende. Trop sympa, merci. Mais non, merci à vous. Et parfois, je fais même des streams react sur ma chaîne Twitch. Et justement, beaucoup de mes viewers me disaient « Mais il faudrait que tu passes chez Légende ». J'ai vu un message que tu as mis sur Instagram, je t'ai envoyé un email, et me voilà. C'était une annonce d'emploi. Ouais. Et c'est mon tu mail. cherchais un monteur avec ton mail, et je me suis dit « Tu sais quoi ?» Ouais, tu m'as envoyé un petit mail en me disant « Tiens, je suis là à Paris quelques jours. » Ouais. En France. Alors, on va revenir sur ta vie, c'est le principe de l'émission. Mais juste que vous sachiez, tu commences ta carrière porno en 97. Oui. Depuis 2002, carrière aux États-Unis. Depuis 2003, réalisateur et producteur de films X. Oui. Tu es l'acteur le mieux payé de la planète dans les films pour adultes. C'est incroyable. Et en 2016, tu vas créer ta chaîne Twitch où tu joues à des jeux vidéo, tu réponds à des questions. Tu avais des actrices aussi de films pour adultes pour un peu démocratiser tout ça. On a reçu dans l'émission, il y a quelques mois, il y a quelques semaines, des actrices. On a reçu Nicky Bellucci, on a reçu Lisa Del Sierra, on a reçu Clara Morgan, qui a une carrière plus courte mais marquante. Tu les as vues, les émissions, ou pas? Bien sûr, je les ai vues. Et 3 filles que j'adore, d'ailleurs. Et très bonnes émissions. Elles parlent très bien de tout ça, en fait, de leur carrière, mais aussi de plein d'autres sujets en rapport avec le X, dont la protection des plus jeunes, par exemple. On va en parler. En tout cas, t'es bronzé. T'es bonne mine. Voilà, à Los Angeles, on n'a pas le même temps qu'à Paris. Ouais, j'habite à Los Angeles, je joue au tennis beaucoup, mais du coup, mon bronzage, c'est vraiment ici, là, et je suis assez blanc le reste du corps. Les bras et le Ouais, tu sais. Je vais décrire ce que tu fais. Alors, j'ai vu, parce que vous êtes nombreux à nous écouter en podcast audio aussi, sur Spotify, sur Deezer. Tu sais, on peut nous écouter aussi en podcast audio. Donc, parfois, quand tu vas faire des trucs, je vais décrire un peu. Cool. Tu vas trouver ça bizarre, mais c'est pour vous tous qui nous écoutez. Non, j'ai l'habitude. Toi, t'es né le 1er novembre 75 au Rincy, Oui. dans le 93. Tu grandis à Gagny après. T'es de quel type de famille? Famille recomposée, famille ensemble, famille heureuse? Alors, famille ensemble, heureuse, heureuse, oui, mais comme toute famille, on a des hauts, des bas, pas d'oseille. J'ai grandi en cité HLM, j'ai un grand frère, une grande sœur, ma mère femme de ménage, mon père électricien, donc c'est 2 SMIC. Mais l'avantage, c'est que dans mon quartier, on est tous comme ça. Exactement. Où il y a 0 différence. Du coup, tu grandis normalement sans vraiment te rendre compte qu'il n'y a pas d'oseille parce que... Oui, tout le monde est comme ça, voilà, c'est la normalité, quoi. Notre vie, c'est l'école, le sport et les potes. Et ça s'arrête là, en fait. T'as une éducation comment? Ils sont durs, tes parents, ils sont sévères? C'est plutôt une éducation à la cool? Ouais, non, mon père était très sévère. Mon père était très sévère et très strict. Alors que ma mère, elle était plus relaxe. Mon père, c'était le mec... Je me rappellerai toujours parce qu'en grandissant, plus jeune, j'avais mes parents, mais j'avais mon grand-père qui vivait chez nous aussi. Et les repas, c'était mon père, ma mère et mon grand-père qui étaient à table face à la télé et nous dos à la télé. Et mon père, c'était le genre de mec qui était à l'éducation où
quand tu manges pas, tu as les 2 points sur le côté de l'assiette. Tu regardes ton assiette. Si tu voulais parler, tu devais lever la main. Ah, waouh. Ah ouais, c'était à l'ancienne. Je me rappelle même qu'à une époque, il avait une baguette. Et que si tu levais la tête, il prenait la baguette. Il te mettait C'est vrai Ah ouais. C'était vraiment à l'ancienne, tu vois. Mais Et lui, il regardait la télé. ouais, eux regardaient la télé, t'avais les news, de temps en temps t'essayais de... Ou alors t'avais une fenêtre un peu ouverte, t'avais le reflet, t'essayais de gratter un peu. Mais ouais, c'était quand C'est même... une éducation Ouais, non, lui était très strict. de jésuite, quoi. C'est vraiment... Ouais, c'était vraiment... Mais lui, il avait une éducation très stricte aussi, du coup, je pense qu'il reproduisait que ce que lui avait vécu. Puis peut-être qu'aujourd'hui, ça paraît peut-être un peu trop, ou quoi, mais... Non, il n'y a pas de jugement, chacun... Ouais, bien sûr. C'est plus sévère que la moyenne. Ouais, et puis c'était une époque différente. Et Exactement. Le monde évolue, quoi. Ça t'a pas empêché d'être turbulent, tu t'es fait virer 2 fois du lycée pour des bagarres. Pour des bagarres, ouais. Ça t'a pas empêché, en fait, même avec une éducation sévère, d'être un peu fou? En fait, ouais, mais là, ces bagarres ont été déclenchées par, justement, je perds mon papa à 17 ans. Et c'est une période qui devient un peu compliquée pour moi, où tout m'énerve. Et tous tes repères, je pense que tu n'as plus de... Et même si j'avais pas forcément une super bonne relation avec mon père, tu perds ton père à 17 ans de manière assez dure. J'en voulais au monde. Et puis tu perds ton papa, il y a plein de choses qui n'étaient pas réglées, en fait. Plein de non-dits, et j'en voulais au monde. Et ça a été une période où le moindre petit mot de travers, le moindre petit truc, c'était une excuse pour moi pour m'embrouiller. Est-ce que tu le perds du jour au lendemain? Ouais, du jour au lendemain. C'est un accident, un truc? Ouais. Quand j'étais plus jeune, mon père, c'était vraiment l'homme, tu sais, à l'ancienne, vraiment... chef de famille. Ouais, chef de famille, strict, avec des valeurs très précises. Et fort. Et il a eu un cancer de la gorge. Il perd énormément de poids. Il était descendu, je crois, à 42 ou 43 kilos, ce qui est fou. Il lui avait fait une trachéotomie, nourri par une poche à l'estomac, enfin bon, bref. Et il y a une période où il s'en remet. Il est en rémission et il commence à reprendre du poil de la bête, il commence à aller mieux, et la maladie revient. Et là, il décide de ne pas repasser par ça et de finir sa vie. Ah oui? Ouais. Ah, il décide de ne pas y retourner? Ouais. Il décide qu'il ne pouvait pas... Les traitements et tout ça? Ouais, je pense que les traitements étaient très durs pour lui, mais aussi, je pense que c'était très dur pour lui de paraître comme ça devant sa famille. Parce que ça n'a jamais été un mec faible. Et encore une fois, je n'avais pas forcément les meilleurs rapports avec lui, mais je pense que pour lui, c'était très dur d'être cet homme-là maintenant. Et il ne voulait plus repasser par ça. Et ouais, compliqué. Tu vas te lancer dans des études de sport après ça? Ouais. Pour devenir quoi? Prof de sport classique? Ouais, à la base, prof de sport. J'avais fait un bac... à l'époque, c'était F4 ou STI, truc électronique. Et je me rends compte que je n'aime pas du tout. Je m'emmerde. Les automatismes et tout? Ouais. C'est ça, les capteurs, les trucs, non? Ouais. C'était très mat. Et moi, ça me saoulait, en fait. J'avais vraiment pris ça par dépit. J'étais jeune. Et je me rends compte que la seule chose qui me passionne à l'époque, c'est vraiment le sport. T'es ceinture noire de judo, t'es quand même sportif. Hein. Ouais. J'ai commencé le judo à 5 ans. Et j'ai arrêté à 27 ans lorsque je déménage aux États-Unis. Ouais. Et pour parler, parce qu'on va parler d'acteurs après, pour films pour adultes, etc. Comment ça se passe avec les filles quand t'es ado? T'es plutôt un gars qui arrivait un peu tardivement avec les filles ou plutôt jeune? C'est quoi? Au début, c'était quand même assez compliqué parce que j'étais pas l'ultime beau gosse que je suis maintenant, mais... Pardon. Non, mais tu sais, on passe tous par la case ado. Il y a toujours des périodes plus ou moins ingrates dans la vie. Ouais. Il y en a, ça arrive plus tard. Ouais, j'étais pas... Mais malgré tout, j'arrivais à... Parce que j'avais un peu de tchatch, du coup, j'arrivais assez tôt à rencontrer des filles et je fais ma première fois très, très tôt. C'est-à-dire? J'avais 13 ans. Ah ouais, ok. Et c'est marrant parce que la fille avait 20 ans.
mais comme j'étais grand, elle pensait que j'avais 17 ans. Catastrophe. Le truc très drôle, j'adorerais revoir cette fille et j'aimerais savoir si elle sait qui je suis devenu maintenant. Parce qu'elle doit se taper les plus belles barres de rire en se disant « mais moi j'ai pris la virginité de ce mec-là ». C'était la première d'une longue liste. Ouais, ça a été mais nullissime. Je ne savais pas du tout ce que je faisais, je connaissais rien de la sexualité. Et ce qui est assez drôle, c'est que ce qui a suivi, après les autres filles qui ont suivi... Ça veut dire quoi, pardon, excuse-moi, je te coupe. Pardon. Pour comprendre la première fois, parce que toi qui as eu une longue expérience, même pour ceux qui ont Ouais. peur d'échouer ou d'avoir des échecs, ça donne confiance aussi d'entendre ton bien récit, sûr. Tu vois. Ça veut dire quoi, c'était nul et qu'est-ce que tu as mal fait? Alors moi par exemple... Sans trop de détails, mais pour comprendre, tu vois. Par exemple, ma première fois, j'étais à ça de pénétrer la fille lorsque j'ai éjaculé. Donc ma première fois, ça s'est fait sans même pénétrer la fille. Et du coup, je suis allé me nettoyer et je suis revenu. Et ensuite, on a repris et ça n'a pas été non plus glorieux. J'ai pas duré d'accord. Une demi-heure, j'ai dû durer 4-5 minutes. Et par contre, là, il y a eu pénétration. Donc, effectivement, ça compte comme une première fois, mais c'est pas réellement... Ouais, t'étais très content d'être sur ta première fois, on va dire. Ouais, et c'était très étrange parce que moi, je me rappelle tous mes potes, parce que là, c'est l'époque du collège quand même, c'est très tôt. Je me rappelle mes potes qui, eux, parlaient qu'ils avaient déjà fait, et j'étais le seul qui n'en parlait pas parce que moi, je savais que je l'avais déjà fait. Et ce qui est assez... justement, il y a eu un petit trauma sur ma première fois parce que c'était tellement nul et j'en étais conscient. Et t'avais peur après de refaire et que ça reparte? J'avais pas peur de refaire, mais après, je disais à chacune quelles étaient ma première fois. Parce que je me suis dit, comme ça, si je suis nul encore, elle va se dire, c'est sa première fois. Du coup... Maintenant, c'est moins crédible. Tu vois, ouais, maintenant, ça marche beaucoup moins. Mais il y a un tas de filles avec qui j'ai eu des rapports après cette première fois qui pensent que c'est elles qui ont été ma première fois, alors que pas du tout. Qu'est-ce que ça veut dire Death Row sur ton... Death Row Records, c'est l'ancienne compagnie de Suge Knight et de Dr. Dre, Snoop Dogg, Tupac. À l'époque, c'était le nom de la compagnie. C'est pas très loin d'une pratique sexuelle, d'ailleurs. Death Row? Oui, bah oui. Death Deep Row, Throat, non? en fait, non. Ah non, Deep Throat. Non, Deep on n'est pas très loin d'un autre truc. Death Row, c'est la chaise électrique, en fait, lorsque okay. Ouais. Mais Deep Throat, c'est vrai que ça sonne assez... Dire, on n'est pas très loin. Il y en a qui vont faire la référence en commentaire, donc je me permets de le faire maintenant, comme ça sera fait. Ouais, je ne porte absolument rien lié au X sur mes vêtements. N'hésitez pas à penser d'ailleurs à commenter l'émission, n'hésitez pas, merci beaucoup à vous tous qui mettez des likes sur la vidéo, ça nous aide vraiment sur le référencement, la petite cloche pour avoir une notification pour annoncer la prochaine vidéo. On vous met des émissions tous les mercredis, vendredis et dimanches sur Légende. Merci de vous abonner en masse, on vous voit vraiment arriver hyper nombreux depuis le début, c'est vraiment génial, on est super contents avec une petite équipe, tu l'as vu, et on est trop contents de voir vous tous qui nous regardez, qui en parlez, etc. Donc merci beaucoup à tout le monde. Donc tu étais plutôt à l'aise avec les filles assez tôt, etc. C'est parce que tu avais une confiance en toi après que tu étais aussi à l'aise avec les filles? Alors, c'est quoi ton truc? Alors, à l'époque, parce que j'ai pas été à l'aise tout de suite, mais j'avais un pote qui s'appelait Didier. Et Didier, c'était un mec qui n'était pas forcément super beau gosse. Aujourd'hui, on dirait mid, il était mid. Mais c'est un mec qui avait une super tchatch. Et il sortait toutes les semaines avec une meuf différente. Et un jour, je lui ai dit, mais comment tu fais? Il me disait que, pour lui, il n'avait pas peur qu'une fille lui dise, non, tu me plais pas, tu m'intéresses pas. Il me disait, au moment où la fille lui disait, il passait à la suivante, il me disait, la pire chose qui puisse m'arriver, c'est qu'elle me dise non, c'est pas grave. Et puis j'ai commencé parce que j'étais quand même assez timide, et j'ai commencé à adopter ça et de me dire, oui, en réalité, il a raison. J'ai rien à perdre. J'ai rien à perdre, je vais pas me vexer, toutes les femmes me plaisent pas, ou presque, mais je vais pas plaire à tout le monde. Donc c'est tu plais pas à toutes les femmes, donc... donc c'est pas si grave. C'est pas si... toutes les femmes me plaisent pas, donc forcément, je vais pas plaire à toutes les femmes, et c'est pas si grave. Et je me vexe pas, je vais pas mal parler à une femme. Ça t'a donné de la confiance en toi? Et ça m'a donné énormément de confiance en moi. Je sortais beaucoup, du coup, je parlais à un max de personnes,
qui m'ont beaucoup aidé ensuite à avoir une plus grosse expérience, même bien avant d'être dans le porno. Et comment tu fais pour que les fois d'après, ça dure plus longtemps? C'est intéressant, je pense qu'il y en a plein qui se posent la question. Bien sûr. Tu dis que t'es arrivé vite, t'as même pas eu le temps de rentrer, voilà, de faire ta relation sexuelle normalement. Comment t'as fait pour que ça dure plus longtemps, les fois d'après? Alors, en réalité, c'est vraiment la pratique. C'est nul, mais C'est à c'est l'usure, comme tout. quoi. Ouais. Plus tu fais, plus tu te connais, plus tu apprends à gérer. Mais je t'avoue qu'aujourd'hui, j'ai 48 ans. Ça fait plus de 30 ans que j'ai des rapports. Ça fait 27 ans que je suis dans l'industrie du X. Et j'ai encore des moments, j'ai encore des jours où c'est bien plus difficile de me retenir que d'autres. Ah, c'est vrai? Ah, bien sûr. Maintenant, j'utilise... je sais qu'un rapport, ça ne veut pas dire la pénétration du début à la fin. De temps en temps, je suis proche, du coup, je m'arrête, je fais d'autres choses. Je caresse la fille, je l'embrasse, je fais d'autres choses. Puis quand je me calme un peu, j'y retourne. Ouais, tu doses. Bien sûr. Ok, tu tempères. Exactement. En gros, c'est ça le sujet. Exactement. Est-ce que tu utilises la technique d'aller le faire tout seul quand tu sais que tu vas avoir une fille, je sais pas, à 20h? Est-ce que tu le fais tout seul à 17h, histoire de... Ça m'est arrivé à une époque. Est-ce que c'est une bonne technique? C'est dangereux comme technique. Pourquoi? Bah, ça peut te couper aussi l'envie au moment où physiquement, peut-être que c'est plus dur la deuxième fois, ou des fois, ça peut aider aussi. Mais en fait, ouais, c'est risqué. Tu prends un risque, ouais. Ouais, c'est intéressant parce qu'on a eu des actrices de films X, mais pas d'acteurs. Donc, c'est d'autres questions, tu vois, que je pouvais pas leur poser, etc. C'est intéressant. Comment tu vas rentrer dans ce milieu? C'est en 97, à 21 ans à l'époque. Tu vois un casting dans le magazine X Connection. Ouais. En fait, c'est en France? Ouais, c'est en France. Il y avait un magazine Connexion qui était un magazine plus pour les libertins. Et ils avaient créé un... Ça s'appelait l'Union. Il n'y avait pas un magazine? Il y avait Union. Un petit magazine. Voilà. Les Connexions, c'était justement la concurrence. compétition, ouais, la concurrence. Et ils avaient créé un magazine qui s'appelait aussi Casting X. Mais c'était un truc qui était trimestriel. Et l'histoire est très drôle. J'ai une amie dont la mère n'hésitait pas sur l'alcool, qui voulait que sa fille devienne mannequin. Et elle va dans une librairie, elle voit marqué... Mais mannequin. Voilà. Et elle voit marqué casting, mais pas X. Mais du coup, elle attrape le magazine en pensant ramener ça à sa fille pour faire des castings de mode. Pour faire des castings. Sauf que, bah, nous, ça nous fait marrer. On se rend compte rapidement que c'est des castings X. Et dans ce magazine, il y a une annonce pour un truc qui s'appelait « Pourquoi pas vous ?» Et mes potes, à l'époque, m'appelaient Rocco, parce que j'avais des rapports assez fréquents. C'était le truc, tu vois. Rocco, c'était la star du X à l'époque. Ça veut dire quoi, des rapports assez fréquents? Pardon, 21 ans avant de faire du X, t'as eu combien de copines naturellement avant de travailler? J'ai jamais compté, donc je non, peux mais pas c'est grosso donner... merdo, c'est pas une cinquantaine, peut-être ouais, plus. 21 ans. Ouais. Ouais, c'est énorme. Mais vraiment, je sortais, je parlais à tout le monde et les choses se faisaient, quoi. Donc, tu vois, mais... C'est simple. Mais ça se faisait naturellement et c'est ça qui est cool. On dirait le gars qui fait ça. Ouais, tu sais. C'est tout à fait ça. Et c'est pas mal, 50 à 20 ans, c'est énorme. Ouais, et j'avais une libido hors du commun. Mais à l'époque, pour moi, je pensais que tous les hommes avaient ce genre de libido. Plus tard, je me suis rendu compte que non, mais... Ouais, t'as une prédisposition quand même pour ça. Ah, vraiment. Et donc, tu regardes le casting, et qu'est-ce qui se passe dans ce magazine? Je regarde le casting. Pourquoi pas vous? Et mon pote me dit... à l'époque, on jouait un jeu qui était un peu dangereux, mais qui était fun. C'était « T'es pas cap ». Et puis il me dit « T'es pas cap ». Bah, disons que ça amène en général que des conneries. Voilà. Et moi, je fais le mec, comment ça, je suis pas cap? Je suis pas cap. Tu vas voir, je suis pas cap. Je réponds à l'annonce. Et l'annonce, c'était, très drôle, une lettre de motivation. Mais non. Ah ouais. Putain, c'est un emploi à plein temps. Une photo de toi, habillé, t'avais pas besoin d'être à poil ou quoi que ce soit. Et genre un CV, ouais, il voulait savoir ton parcours. Bon, moi, j'étais étudiant. J'envoie et je me dis, de toute façon, ils me répondront jamais. Mais tu mets quoi dans ta lettre de motivation? Ma lettre de motivation, j'ai dit, voilà, je suis fan de porno, ce qui était vrai.
Je suis fan de porno, je suis très actif sexuellement et je pense que c'est quelque chose que je pourrais faire. Ok. Basique. Ah, super basique. À ce moment-là, je ne pense pas que Tu as la qu'ils vont réponse. me contacter. Puis un jour, je reçois un courrier. Un courrier. Ouais. Ah, à l'époque, c'était pas C'est des fou. emails, c'est 97. Voilà. En me disant que j'étais sélectionné pour venir faire le casting live. J'ai appris plus tard qu'ils avaient reçu des milliers de lettres. Qu'ils avaient pris surtout des mecs qui habitaient dans la région parisienne. Parce que là, t'habitais où, toi? J'habitais à Gagny dans le 93. T'étais toujours... Toujours dans la Donc cité pas loin, HLM. quoi. Ouais, ouais. Donc tu vas à Paris Et faire le c'était à casting. Levallois-Perret, dans les Juste à bureaux, côté du justement. studio, ouais. Ouais, ouais, dans les bureaux de connexion. J'y vais. Il y a une quarantaine de mecs et 2 filles dans un bureau. Et on nous dit, voilà, on nous explique que le casting fait partie du tournage. Donc c'est le film. Donc en fait, Chaque mec va passer dans le bureau, les filles vont poser des questions. Après que tout le monde soit passé, les filles vont choisir 5 mecs. mais c'est déjà filmé, quoi. Ouais, tout est Tu savais filmé. pas que t'allais te filmer pour Non, ça. non. Tu y allais Non. un peu en mode En t'es mode pas cap, quoi. détente, t'es pas cap, ça arrivera pas. Et- Et plus je me disais ça arrivera pas, ça arrive. Ils ressemblent à quoi, les autres gars? Genre, tu les Ah, vois? Il y avait de tout. Il y avait de tout. Et je me rappellerai toujours du mec à côté de moi. Mais toujours. C'était un black, afro, très très maigre. Et il avait mis tu sais, les gilets de costume, 3 pièces? ouais, mais sans chemise. Et rien d'autre. Et un pantalon. Et je me rappelle qu'il lui manquait des dents aussi. Et après qu'on ait tous fait le casting, et à aucun moment, les filles nous avaient demandé d'être à poil, quoi. Et là, ils nous alignent tous dans un grand couloir. Et là, les filles disent, bon, tout ça c'est bien, mais allez, sortez vos trucs. C'est vrai? Ah ouais, T'étais pudique? super pudique. Il faut savoir que j'étais le mec qui attendait, je faisais du judo, j'attendais que tout le monde passe à la douche avant de moi pouvoir y aller. Ah putain, ah ouais. J'étais le dernier dans la douche. Donc tu dois sortir Et là, ton sexe devant devant 40 mecs plus 2 tous filles. ces mecs Plus tes cadreurs et l'équipe, techniques. ouais, c'est donc T'y arrives? et je le fais pas tout de suite. Par contre, tous les autres mecs décontractés, les mecs qui sortent le truc, ils commencent à se tripoter, à essayer de montrer que. Et moi, j'attends. Et plus elle se rapproche de moi, plus je me sens mal, en fait. Ouais, liquide, quoi. Ouais. Tu stresses. Et là, elles arrivent d'un moment, elles me disent, ben alors. Et là, je me dis, bon, ben, vas-y. Et là, je sors, mais j'étais. Elles m'excitaient tellement que j'étais déjà en érection, sans avoir rien fait, sans avoir touché ou quoi que ce soit. Et là, elles regardent, elles font les gros yeux, Pourquoi? Parce que t'es particulièrement... parce que je suis assez membré. Mais ça, c'est un autre truc aussi, avant le porno, je pensais que... Parce que toutes les filles avec qui j'avais des rapports me disaient que j'avais un gros sexe. Mais je pensais que c'était un truc que les femmes disaient Pour pour rassurer. que tu te sentes bien. Ouais. Je pensais pas avoir un sexe plus imposant que qui que ce soit. Et lorsqu'elles me voient, elles me disent, bon, ben, toi, rapproche-toi. Du coup, je fais un pas en avant. Elles ont choisi 4 autres mecs. Et donc, voilà les 5. Encore une fois, je ne savais pas que tout de suite après ça, on allait sur une location pour faire la scène. Ah, vous jouez tout de suite? Tout de suite. En fait, ils savaient Et dans très un bien... film porno, tout de suite? Ils savaient très bien que s'ils disaient, bon, voilà, vous avez été sélectionné, revenez la semaine prochaine, que les gens les 3 quarts ne reviendraient pas. Tu serais peut-être parvenu, Je toi? serais sûrement pas revenu. Ah ouais? Mais là, Ok. Non. je dois y aller. J'y vais. Tu te dégonfles pas, quand même? Bah, en plus, il était très tard le soir et j'avais pas de bagnole, j'avais pas de. Non, Du mais coup, ça, c'est... je te d'accord, mais- jure que non, je pouvais appeler des potes pour qu'ils viennent me T'as chercher. toujours une solution. Mais ça m'a mis dans une situation où je me suis dit bon bah, J'y j'y vais. suis, voilà. Mais professionnellement, parce que tu voulais pas... Là, on n'a pas parlé avant, mais tu voulais Ouais, pas ouais. faire acteur porno, tu Non, voulais je faire prof voulais de pas sport. du tout faire acteur porno. Tu t'es pas dit, pour être prof de sport, ça va me... Non, ça a non, posé j'y suis problème allé vraiment. Tête bêche, quoi. Ouais. Et, Sans réfléchir. Et puis, il faut dire aussi que c'était 2 très belles femmes et que là, c'est plus trop... C'est plutôt qui réfléchissait, quoi. Pas assez de sang pour irriguer le cerveau et la teub en même temps, tu vois, c'est ou l'un ou l'autre, malheureusement, chez moi. Et on va faire la scène, et en fait, sur les 5 mecs, t'avais 4 mecs comme moi qui n'avaient jamais rien fait, et un mec qui avait déjà fait quelques trucs,
mais qui était quand même encore assez débutant. Pas des gros pros, quoi. C'était lui, juste celui-là, c'était pour être sûr qu'il y ait au moins un des mecs qui arrive à faire la scène. Un par un, on doit passer avec les 2 filles. Le premier mec marche pas. Le deuxième mec n'y arrive pas vraiment. Finalement, il a un début d'érection en mettant le préso. Il éjacule dans le préso. Ah oui? En mettant le préso, ouais. Troisième mec marche pas. Et là, c'est à moi d'y aller. Et là, gros flashback de ma première fois. J'arrive. Où ça part tout de suite? Où je commence à peine, la fille commence la fellation, et là, en une dizaine de secondes, j'éjacule. Ah, waouh! Et là, la tête du réalisateur était incroyable, parce qu'il est passé du finalement, il y en a un qui a une érection, à le seul qui a une érection éjacule trop tôt. Et il me dit, est-ce que tu penses que tu peux refaire un peu plus? Je lui dis, je vais aller me laver, je reviens, et je ferai de mon mieux. Je vais me laver, je reviens, et j'étais toujours en érection. Et toujours excité. Et finalement, j'arrive à faire la scène. Et il était content, là? Il était content, ça se passe, c'est pas non plus la scène du siècle. C'était la scène d'un mec qui faisait ça pour la première fois devant la caméra. Mais ça a permis qu'on me rappelle pour faire d'autres petits projets comme ça, plutôt amateurs. Et un truc assez drôle, c'est que la première année, je fais du porno, je ne savais pas que les acteurs porno étaient payés. Du coup, je fais ma première année sans prendre de cachet. J'étais juste content. J'étais juste content de prendre de passer un bon moment. J'arrivais et j'avais des rapports avec un max de femmes. Et j'ai passé un bon moment. Et attends, et tu as des frères et sœurs? Ouais. T'en as combien? Grand frère, grande sœur. Grand frère, grande sœur. Tu parles de cette première expérience quand tu rentres chez toi à Gagny? Pas du tout. À ta maman? Pas du tout. Hein? À personne. Ni aux frères et sœurs. À part mes potes très proches. Et ton pote qui t'a dit t'es pas capable, tu l'as dit? Ouais. Non, lui, il savait, bien sûr. Et mes potes très proches, eux, savaient que je l'avais fait. Cette vidéo va sortir? Ouais. Elle sort en DVD à l'époque, j'imagine? Elle sort en cassette. En cassette? Oh putain. En cassette. Et tu l'as, la cassette? Non. Non, t'as pas acheté pour la montrer à tes potes et tout, non? Non, si j'achète les droits, c'est pour brûler cette vidéo maléfique. Pourquoi? T'es pas fier de ça? Bah ouais, non. Maintenant, c'est très drôle. Premier. C'est très drôle. En plus, j'ai oublié de te dire, c'est que la veille, j'ai un accident de voiture avec un de mes meilleurs potes. Et du coup, je me pointe sur le tournage avec un espèce de cocard sur le côté, donc pas du tout... Présentable. Ouais, le truc immonde avec une coupe vraiment à l'ancienne. Est-ce que tu as refait ce genre de truc de casting, répondu, etc. Non, machin. Non. Tu as fait 3 ans de carrière en France, ouais. En même temps que tes études. Ouais. Comment tu as fait? Comment tu as réussi à jumeler les deux? Bah, en fait, moi, à l'époque où je faisais beaucoup de porno en France, c'était plus le milieu amateur. C'était que avec préservatif. C'était des horaires plus souples, en fait. Pourquoi c'est moins de budget? Moins de budget, et puis quand les gens m'appelaient pour faire des scènes, je leur disais, voilà, tel jour, je peux qu'à partir de telle heure. Ils s'arrangeaient pour le faire dans mes horaires, quoi. Ah oui, genre la pause du midi ou le soir, quoi. Ouais. Mais ce qui est drôle, c'est que je suis dans le milieu amateur, tout le monde sait que c'est pas une carrière, je me dis pas à ce moment-là, je veux devenir acteur porno international, je reste un peu sous les radars en faisant ce genre de production. Mais tout le monde me connaissait malgré tout dans le porno. Et tu disais dans une interview que tu gagnais 80 € au début par scène, genre 500 francs. 500 francs. C'était beaucoup, 500 francs. 500 francs pour un mec qui est étudiant et qui vit chez sa maman. Et 500 francs par scène. C'est énorme. Je faisais 4-5 scènes par semaine quand même à l'époque. Donc, ouais, t'arrivais à faire du 8, 9, 10 000 balles. Pour un petit étudiant, même en faisant de l'amateur comme ça, je gagnais plus d'argent que ma maman, par exemple. Tu refusais des trucs à l'époque? T'as refusé? Oui, j'ai toujours refusé. J'ai vraiment fait ma carrière sur une base, c'est de faire que les choses qui me plaisent. Dès que c'était un truc qui sortait de ce que moi j'avais envie de faire, je refusais. T'as eu peur de ce que ta famille pouvait voir à un moment donné, quand tu commences à tourner 4-5 scènes par semaine, tu sais que ça va arriver? Bien sûr. Assez rapidement, j'en ai parlé à mon frère et ma sœur. C'était beaucoup plus dur d'en parler à ma mère. Ah oui?
c'était beaucoup plus dur d'en parler à ma maman parce que... D'amener le sujet, quoi. Ouais, et ma maman, c'était une dame espagnole qui venait d'un petit village du milieu de l'Espagne, super catholique, et moi j'étais son petit, et j'étais étudiant, et pour elle... C'est pas la carrière qui est... Voilà, et j'avais peur en fait que vraiment ça lui fasse du mal. Et elle ne l'apprend pas par moi. Elle l'apprend quand? Elle l'apprend... Ma maman, à une époque, elle travaillait dans une maison de retraite. Et il y avait un mec de notre quartier qui savait que j'avais fait, parce que dans mon quartier, les gens avaient commencé à savoir. Et il sortait avec une fille dont la maman travaillait avec ma mère. Et ce mec-là, à un repas, dit je connais une dame qui travaille dans la maison de retraite où vous travaillez. Son fils, Manuel, est acteur X. Le lendemain, cette dame rentre, va au travail, elle voit ma mère, elle dit « Mais tu sais que apparemment ton fils... » Et le soir, je rentre chez moi et ma mère m'attend et elle voulait qu'on ait une discussion, quoi. Bon, et ça va? Ça va. En fait, je pense que... Elle était un peu déçue, bien sûr, mais je pense qu'elle s'inquiétait surtout parce que les gens ont une image du milieu du X comme quelque chose qui n'est pas forcément la réalité. Tu lui as dit que c'était que amateur, parce que tu voulais pas faire ta carrière au départ. Ouais. Vraiment plus. Je lui ai dit que je faisais des trucs très amateurs, que c'était pas beaucoup regardé, que je faisais très attention. Je lui explique aussi que je le fais qu'avec des préservatifs. Mais ma mère, pour elle, tout ça, c'était... Tu vois. Et au début, c'est vrai que pendant un petit moment, elle me disait « Mais quand est-ce que tu vas arrêter tes conneries, Manu ?» Je disais « Mais maman, tu t'inquiètes pas, tout va bien. Je change pas, je suis toujours le même. » Et c'est bien plus tard, quand je suis devenu vraiment professionnel et qu'elle a vu le style de vie que j'avais et qu'elle s'est rendue compte que je restais le même, que j'avais une vie très saine, que j'avais une vie de famille, que j'étais pas... c'était surtout ça. Tu sais, beaucoup de gens associent forcément le X avec... la drogue ou la prostitution. Ouais, bien sûr. Alors qu'en fait, c'est... Ça peut faire milieu un peu sale. Bien sûr, bien sûr. L'imagination sur notre business est bien plus forte que la réalité en vrai. Et comment le prend ta sœur, ton frère? Mon frère, je crois qu'il n'était pas vraiment étonné. Je pense que pour lui, limite, ça coulait de source. Il faisait quoi, lui? Mon frère, c'était un jeune délinquant. Mon frère, c'est un super gars, mais c'est vrai qu'à cette période, lui, il était un peu... il se cherchait, quoi. Un peu perdu, ouais. Comment le prennent, je sais pas si, tu vois, ton entourage, les profs, ce qu'ils l'apprennent Ouais. Non, en cours, pas du tout. Mon entourage, mes proches, c'était presque pas surprenant pour eux, en fait. Ils disaient, bah ouais, bien sûr. C'est évident. Ça coule de source, quoi. Manu, il a toujours été... T'avais pas de copine à l'époque? Il y a eu une période où je suis sorti avec une fille. Et là, c'était pas très cool de ma part parce que elle avait appris que j'en avais fait, elle voulait que j'arrête et je lui avais dit que j'avais arrêté. Mais j'avais pas vraiment arrêté. Et ça, c'était vraiment pas cool. Son papa était libraire. Oh! Et un jour, parce qu'à l'époque, je sais pas si tu te rappelles, mais il sortait aussi des DVD dans les kiosques. Mmh. Et un jour, il y a une vidéo qui sort avec moi. Jusque-là, j'aurais pu dire, ouais, mais ça, c'est une vieille vidéo. Sauf que je portais un collier qu'elle m'avait, elle, offert. Donc, forcément, grillé en flag. Et petite rupture après ça, quoi. Ah, putain, waouh. C'est compliqué d'avoir une vie personnelle équilibrée quand t'es acteur X? Je pense que ça l'était plus à l'époque, parce que j'étais très jeune et j'étais vraiment pas prêt à me poser avec qui que ce soit. Aujourd'hui, non, j'ai une vie très, très équilibrée. On va y revenir après sur ça, c'est intéressant. Juste, ça ressemblait à quoi le film au plus petit budget que t'aies fait? Genre, est-ce que t'as fait vraiment un truc avec un mec, avec un pauvre caméra? Ouais. Ça ressemblait à une scène à l'arrache dans un parking parisien où, bien sûr, on a zéro droit
de tourner, tu vas à l'étage le plus sombre, du parking. Dès que tu entends les pneus d'une voiture qui arrivent, tout le monde se cache dans les escaliers, t'attends que ça sorte. Allez, on ressort. C'était vraiment... Ah ouais, c'était sombre. Mais je m'éclatais, hein. Je passais un super moment. C'est en 2000, en l'an 2000, tu vas rencontrer Rocco Siffredi, qui va devenir un de tes amis. Ouais. Comment vous rencontrez? Comment tu rencontres Rocco Siffredi? Coïncidence folle. Le cousin de Rocco Siffredi, qui est malheureusement décédé aujourd'hui, qui s'appelait Gabriel Zéro, enfin qui se faisait appeler Gabriel Zéro, vivait à Montreuil. Et moi à Gagny, donc très proche. Et comme à l'époque, je tournais énormément dans le milieu amateur, j'ai un pote qui s'appelle Laurent, qui m'appelle, qui me dit « Écoute, je suis avec le cousin de Rocco, il veut faire une production ici en France, mais il galère à trouver des filles. Est-ce que tu peux l'aider à trouver des filles ?» À l'époque, je connaissais toutes les filles qui tournaient en France. Et je dis « Ok, super. » Je lui présente 3 filles. Et là, le mec me dit, Gabriel me dit « Écoute, comme tu m'as présenté ces filles, j'ai besoin d'un mec pour la scène. Est-ce que tu veux être le mec dans la scène ?» Je dis « Ok, avec plaisir. » En plus, je lui avais envoyé 3 filles avec qui j'étais pote et avec qui je m'entendais bien, donc super. Puis seul avec 3 filles, c'est toujours un truc cool, tu vois. Donc, c'est quoi ton record? J'ai fait tout seul avec combien? 15. Non, mais tu fais rien. C'est trop. Ouais, bah oui. C'est rigolo pour la photo. C'est l'usine, ouais. En réalité. C'est l'usine, en réalité. Mais bon. On va y revenir un peu. Ouais. Et là, je fais je fais la scène avec les 3 filles. Et la scène se finit. Et Gabriel me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Il sait que je suis sur le point de finir mes études. Il me dit, mais non, mais toi, t'es fait pour ça, quoi. T'es pas fait pour être prof de PS. En plus, Gabriel était italien, il faisait des grands gestes, il parlait très fort, et c'était un mec très vivant. Un Italien, quoi. Ouais. Il me disait, mais t'es fou, là. Et là, il commence à me dire, écoute, je pars 1 mois en vacances à Cuba. Dès que je reviens, je dois partir bosser avec mon cousin, je t'emmène avec nous. Et moi, je dis, ok, super. Sauf que, je me dis, bon, il doit dire ça à tous les nouveaux mecs. Et puis, je suis pas prêt, surtout. Et il t'emmène vraiment. Il m'appelle 2 semaines plus tard pour me dire, écoute, Manu, j'espère que tu as ton passeport, j'espère que tu es prêt, j'ai besoin de tes infos pour prendre ton billet. Et là, je me rends compte que c'est vrai. Et là, je passe des petits films amateurs dans les parkings souterrains à aller bosser pour Rocco. Aussi, les 3 ans de porno que j'ai, c'est que avec préservatif. Là, je sais que si je vais bosser pour Rocco, pourquoi? Qu'est-ce qui change? C'est sans préservatif. Pourquoi ça change, ça? C'est les ventes, en fait. C'est au niveau des ventes. Les films à gros budget, il y a plus de préservatifs, c'est ça, en gros? C'est pas forcément une histoire de gros budget, c'est une histoire de... C'est vraiment de la vente. Les gens ont tendance à moins regarder le porno lorsqu'il y a des préservatifs. Ah bon? Ouais. Ok. Ouais, ça les sort du fantasme, je pense. Ah, je sais pas ça. Ce qui est nul, parce que au final, les rapports, c'est les mêmes, mais pour je ne sais quelle raison, les gens n'aiment pas regarder le porno. Du coup, c'est des films à plus gros budget quand il n'y a pas de capote? Plus gros budget... Plus de contrôle? Beaucoup plus, bien sûr. Alors là, tester HIV, hépatite, gonorrhée, chlamydia, syphilis, tout ce que tu peux faire. Mais du coup, ça me pose un dilemme. Pourquoi? Études ou pas? Et tout, en fait. Je sais, là, si je vais chez Rocco, je sais que c'est mort, quoi. Tu sais que c'est la bascule. Là, on me reconnaît. Je sais que là, sans capote, ça me stresse beaucoup. Parce que je ne l'ai pas dit plus tôt, mais mon frère, dans sa période où il se cherchait, a pas mal déconné. Et mon frère est HIV positif. Ah, ok. Ouais. Et donc, moi, très jeune, ça me travaillait énormément déjà, ces histoires. Je discute avec Gabriel, il m'explique tous les tests, toutes ces choses-là. Et je me dis, tu sais quoi, banco. Si je dois commencer, c'est avec lui. Là, j'ai une porte qui s'ouvre. Ça arrivera peut-être plus jamais. Je le fais. Je vais à Prague. Je fais ma première scène pour Rocco. Il est là? Ouais. Alors, l'histoire très drôle, c'est que lui et son cousin viennent me chercher. Non. Gabriel et moi, on arrive dans le même avion. Rocco vient nous chercher en voiture. Et il avait un chauffeur, Rocco devant.
Et Gabriel et moi, on était à l'arrière, il me parle, oh, Gabriel m'a beaucoup parlé de toi, il m'a dit que tu étais incroyable. Il parle français? Ouais, il parle très bien français. Il a vécu beaucoup en France, Rocco. Il est très connu, pour ceux qui ne savent pas, parce que tout le monde ne connaît pas, en vrai, je parle vraiment Rocco aussi Siffredi, à tout le monde. pardon. Rocco Siffredi, c'est le mec le plus connu aujourd'hui dans le monde. De loin. De loin. Peut-être pas le plus connu aujourd'hui, mais la plus grosse star. Maintenant, il y a beaucoup de noms plus connus que Rocco, mais à mon avis, la plus grosse star mondiale. Je compare toujours Rocco à Bruce Lee. Il n'y aura jamais un autre Bruce Lee, il n'y aura jamais un autre Rocco. Il y aura d'autres après, il y aura des Jackie Chan, il y aura des... Peu importe. Mais il n'y aura jamais ce personnage. Il était très puissant, lui. Oui. Genre, il produisait... Il était riche, encore il avait acteur fait fortune. dedans, c'était un exemple pour tous. Tout le monde... C'était le modèle. Voilà, tout le monde, t'étais acteur Il mal. lui ressemblait, quoi. Tu voulais être, au moins avoir une carrière comme Rocco. Et donc, il vient te chercher en voiture et dit, pareil de toi, tu devais être content. Gabriel me parle. Et ce qui est drôle, c'est que Gabriel, à l'époque, il avait une coupe de cheveux. Son cousin, Que Rocco avait 10 ans plus tôt. Et à un moment, on arrive à un feu rouge, et t'as un mec qui s'arrête à côté de nous, et il demande à Rocco de baisser sa fenêtre, et Rocco baisse la fenêtre, et le mec dit à Rocco, hey, c'est Rocco Siffredi derrière toi. Il pensait que Gabriel, ils avaient une légère ressemblance, il demande à Rocco si c'est Gabriel et Rocco Siffredi. Donc très très drôle. Bref. Il t'emmène sur une scène, là, direct? Pas direct, il m'explique comment ça va se passer. Demain, tu fais une scène avec 2 filles, full stress. Je me dis, mais merde, je veux pas que ce qui m'est arrivé ma première fois ou ma première scène arrive. Là, je peux pas déconner. C'est sans préso, donc forcément, je vais sentir beaucoup plus. Ah ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, t'auras plus de sensations. Et c'est un truc aussi dans ma vie privée, je n'avais que des rapports avec Capote. Donc c'était vraiment ma première fois sans préso, quoi. Et ce matin-là, je me masturbe 2 fois avant d'aller faire la scène. Parce que t'as peur, justement. Parce que je commence à psychoter et je veux pas foirer la scène. Et j'arrive sur la scène, et là, je fais une scène avec ces 2 filles. Elles étaient magnifiques, en plus. Vraiment, là, j'arrive au niveau supérieur. Ouais, c'est la Ligue des Champions. Voilà. Et là, trop facile, en fait. Je me rends compte que, mais en réalité, c'est trop facile. Et je fais une scène de fou. L'agent des filles est là. Et Rocco, à la fin, vient me voir et rigole et me dit, tu sais ce que l'agent m'a demandé? Si tu venais de sortir de prison. Il me dit, tu les as foudroyés. Il me dit, mais il sort de prison, ton gars, là? Ou Rocco m'encense. Je les foudroyés. Rocco m'encense. Gabriel lui dit, t'as vu? Tu vois, je te mentais pas. Et Rocco me dit, mais je vais te mettre dans toutes mes prods. Ah ouais. Et là, il y a eu... Il tombe amoureux de toi professionnellement. Ouais. Et là, il y a eu 2 ans. Parce que le gros problème de Rocco dans sa carrière, dans ses films à lui, dans ses productions, c'était d'arriver à trouver quelqu'un qui donnait un équilibre à ses films. Le problème qu'il avait, c'est que lorsque Rocco dans ses films n'était pas toujours dans toutes les scènes, du coup, lorsque les scènes de Rocco avaient Rocco, c'était des scènes comme ça. Et puis, quand il n'y avait pas Rocco, il se rendait compte que ces scènes, c'était pas le même niveau. Quoi. Ouais. Du coup, il avait besoin au moins d'un mec avec une énergie comme la mienne pour équilibrer aussi les scènes dans lesquelles Rocco n'était pas. D'accord. Et du coup, j'ai eu 2 ans et demi où j'étais dans toutes les productions de Rocco. C'est à ce moment-là que tu changes de nom, t'as pas encore ton nom de scène? Ouais. C'est ton vrai prénom, Manuel? Manuel, c'est mon vrai prénom. Et à t'as pas voulu changer? Non, je me voyais pas... Te faire appeler par Tony, je me serais jamais retourné. Tu vois, j'ai rien contre les Tony, mais tu vois ce que je veux dire. Oui, c'est pas ton prénom. Ouais. Et Rocco, à l'époque, trouvait que je ressemblais énormément à Stéphane Ferrara, qui était boxeur à la base et acteur. Je vous mets la photo des deux, parce que c'est à l'époque, ton visage à l'époque aussi. Ouais, quand j'étais plus jeune, visage. Et Stéphane Ferrara plus jeune. Je mets la photo là. Et c'est vrai qu'il y avait une vraie ressemblance. Ah ouais. Et à ce moment-là, je me dis, si je suis Manuel Ferrara, je dis à Rocco, je veux juste garder mon prénom. Et Rocco me dit, écoute, t'as raison, moi Rocco c'est mon vrai prénom. Ah, c'est son vrai prénom? Rocco c'est son vrai prénom. Il s'appelle Rocco Tano, mais Rocco Siffredi. Et du coup, moi, je garde mon prénom, Ferrara. Je suis dans les films de Rocco Ferrara, je vais rester Ferrara de partout. Et donc, ouais, c'est une grosse fierté pour moi, tu sais, que mon nom d'acteur m'ait été donné par Rocco. Il y a des fois, je trouve que tu sais à qui tu ressembles? À Lionel Messi. On me le dit pas mal.
Ah, Christophe Michalak? Non, pas du tout. On me dit Asa Vanicius aussi, on me dit beaucoup. Non, mais il y a des moments. Ouais, on où me le dit ça dépend parfois. des moments si tu souris ou pas. Il y a Ouais. des moments, en fait, t'as le haut. J'ai l'impression qu'il y a une partie du visage. On me dit Michael Youn aussi parfois. Ah bon? Ouais, je vois pas du tout, mais Ah non, mais si. Ah, mais ouais, putain. je vois pas le truc. Maintenant, Non, tu mais vas voir si. que ça. Ah ouais. Tu- Quand je te il jure. sourit comme ça. Et les yeux de Jérôme Le Banner aussi, quand il sourit. Non, je plaisante. J'ai les droites de Jérôme Le Banner, Banner, j'ai les points de Le Banner. Non, tu ressembles à Jérôme dans la musculature, Je c'est solide. kiffe. Je l'ai adoré, moi, Je Jérôme. fais une On l'embrasse aparté, fort. mais quel épisode vous avez fait avec Jérôme. Ah, incroyable. Quel kiff. On a passé un moment de ouf. Incroyable. On était contents d'être deux mecs du Havre dans la même émission. Super. Et non, j'adore ce mec. Ah, tu vois, je savais pas que tu étais du Havre. On l'embrasse fort. Si, ouais. Tu connais le Normandie? C'est une aparté énorme, mais tu connais le théâtre Le Normandie là-bas? Non. C'était un ancien, justement, c'est un théâtre qui a été incroyable, qui a été à un moment un cinéma X aussi. Et j'ai des potes qui ont repris le Normandie et qui l'ont rénové. Et c'est un projet incroyable. Jette un œil, tu vas voir, c'est exceptionnel. Putain, le cinéma porno, t'as raison, ça a complètement disparu. Quoi. Disparu Internet, complètement. C'est vraiment le jour où il y Ouais. a Internet qui est sorti, c'était fini. Internet, tout ça. Fini. Ouais, ça a balayé. Moi, si encore eu des personnes un peu plus âgées, il n'y avait pas Internet pendant 2-3 ans, et puis Ouais, c'est ouais, terminé, ouais. hein. C'est en 2002, 2 ans plus tard, Croco te recommande à John Staliano pour le film Fashionistas. Ouais. Il te recommande, il te dit de partir habiter là-bas, de faire ta carrière. Comment tu t'en vas Alors, en fait, le continent, tu vois? En fait, à l'époque, John Staliano, il a toujours une production qui s'appelle Evil Angel. Et c'était le mec qui distribuait les films de Rocco aux États-Unis. En Europe, il avait aussi un autre acteur, un Français, qui s'appelle Christophe Clark, qui était un gros acteur français, mondial, qui a commencé à lui-même à se mettre dans la production et qui était aussi distribué par Evil Angel. C'était aussi quelqu'un, après avoir commencé à bosser pour Rocco, forcément les gens ont commencé à se dire « mais c'est qui ce mec qui bosse pour Rocco ?» J'ai commencé à bosser pour pas mal d'autres productions en Europe, dont Christophe. Donc il me voit dans les films de Rocco, il me voit dans les films de Christophe. Lui, il préparait ce qui était à l'époque le plus gros budget d'un film porno aux États-Unis. C'est quoi? À l'époque, ça devait être 400 000 $. C'est pas fou non plus, mais c'était une vraie grosse production. Oui, par rapport à avant. Bien sûr, tourné en film, tourné vraiment une grosse production. Et je reçois un coup de fil et il me dit, écoute, je l'avais rencontré une fois à Budapest. Et il me dit, Manu, je fais un gros film et le premier rôle, c'est Rocco, mais j'aimerais que tu aies le deuxième rôle masculin. Et en fait, dans le film, c'était un truc sur le monde de la mode. Et Rocco, c'était ce grand mec de la mode. Et moi, j'étais l'assistant de Rocco dans le film. Et Tu parles anglais? très mal. Très mal. Et il me dit, travaille ton anglais parce que tu vas avoir pas mal de dialogues. J'arrive, et mon anglais, non seulement était nullissime, mais en plus, l'anglais que je connaissais, moi, c'était de l'anglais d'Angleterre. T'arrives aux États-Unis, Tu comprends rien. c'était compliqué. Donc, j'apprends tous les dialogues un peu phonétiquement Ouais, phonétique, ouais. avec Rocco, qui lui, comme il parlait français, m'explique ce que ça voulait dire. Et d'ailleurs, ce film, c'est une barre de rire. Je le recommande à tout le monde. Pas pour, pour les scènes de cul étaient incroyables, mais juste si vous voulez vous taper une barre de rire en me regardant dans un film, c'est celui-là. Parce que je suis figé, je me retourne. C'est pas bon, quoi. C'est nul. Et en plus, tu comprends la moitié de ce que je dis parce que je le dis très mal. C'est Fashionistas, c'est ça? Fashionistas, ouais. Est-ce que tu as envie de repartir après ce tournage en France ou tu restes habiter là-bas? Alors, pendant le tournage, je rencontre une fille sur le tournage et elle me parle de sa roommate, sa colocatrice. Et elle me dit, sa colocataire, pardon. Et elle me dit, t'es tellement le type de ma pote. Faut que je vous mette dans une blind date. Et elle me dit, voilà, tel jour, à telle heure, va à tel endroit. Une rencontre... Voilà, elle nous met vraiment la blind date. Et rencontre à l'aveugle, quoi. C'est-à-dire que Ouais. tu t'arrives à un bar, tu sais pas qui tu vois? Exactement. Et elle vient me voir, hein, Manu. Elle s'appelait Amber. Et américaine de l'Ohio. Je ne savais pas du tout à quoi elle allait ressembler. Et elle arrive, une femme magnifique, aussi grande que moi, yeux bleus, lèvres pulpeuses, des cheveux incroyables, très athlétique. Et on tombe amoureux. Mais c'est le genre d'amour un peu trop fort et trop fou d'un rapide. coup. Ouais.
Et au début, elle accepte ce que je fais. Et puis, il y a un moment où non seulement elle tolère plus ce que je fais, mais cette fille qui nous a présentés commençait à lui montrer des magazines. « Ah, t'as vu Manu, là ? Il se met bien quand même. » En plus, ça se voit qu'il fait pas semblant, tu vois. Et ça l'énerve. En fait, il s'était passé un truc, c'est que comme c'était l'amie de ma petite amie, je refusais maintenant de tourner avec elle. Ah ouais, ok. Parce que je voulais pas créer ça. Parce qu'elle était actrice X Ouais, aussi. l'autre fille était actrice. Je l'avais rencontrée sur le tournage de Fashionista, justement. Et du coup... Ah oui, donc tu pouvais pas coucher avec sa copine. Ouais, c'était gênant. Ouais, c'était bizarre. Et elle l'a mal pris. Et du coup, elle s'est dit que si on n'était plus ensemble, j'allais finalement commencer à tourner avec elle. Elle avait envie de tourner avec toi ? Ouais. La copine qui t'est présentée. Ouais. Elle me le disait à chaque fois que je la voyais, que c'était pas juste, en fait. Et on finit, à la fin, elle tolère plus. On se sépare. C'est la première fois qu'on me brise le cœur, vraiment. Et là, je me concentre sur mon business. Et tu restes habité là-bas ? J'ai eu une période où je faisais 3 mois aux États-Unis, 3 mois en Europe, 3 mois aux États-Unis, 3 mois en Europe. Je faisais des allers-retours. Quand j'allais aux États-Unis, c'était vraiment... J'étais full boulot. Je faisais 2 scènes par jour, tous les jours. Je faisais entre 55 et 67 par mois. Putain. Mais travailler aux États-Unis, il y a une grosse différence avec l'Europe. L'Europe, tu peux pas faire ça. Les scènes sont beaucoup plus longues, beaucoup plus compliquées. J'arrive aux États-Unis à une période où le gonzo était roi. Le gonzo, c'est... Tu tiens la caméra. C'est un caméraman qui te suit un peu partout. Il se passe ce qui se passe. Et la scène dure à peu près 30-35 minutes. Et là, ça finit. Tu prends ta douche, tu vas déjeuner, tu fais 9 trous au golf. Et après, tu sais que tu as une autre scène l'après-midi à aller faire, quoi. C'est tous les jours. C'était tous les jours. Il n'y a pas des jours où t'en as marre. Non. non. Et puis en plus, à l'époque, T'es pas écœuré, quoi. J'ai 24 ans. Oui, t'as envie de... Donc là, c'est un... Je suis... Je suis comme un fou. Et non seulement je fais 2 scènes par jour tous les jours, mais j'essaie de ramener un max de meufs dans mon hôtel après les scènes, quoi. Ah bon ? Ah ouais, j'étais... Ah non, moi, je n'ai... Il n'y a qu'une seule chose que j'aurais pu faire dans ma vie. Tu vois, j'aurais été... Je suis nul à tout, sauf à une chose. Et j'en ai fait mon business, tu sais. J'ai eu beaucoup de chance de tomber dessus, quoi. Et au moment où tu commences à partir aux États-Unis, à tourner beaucoup et tout, ouais. Ta maman le sait, tu as une discussion avec elle pour lui dire que tu vas passer en pro. Ouais. Bon, là, elle avait déjà compris, à ce moment-là, quand elle a... plus sérieux, quoi. Ouais, quand elle a vu que je commençais à beaucoup voyager, déjà en Europe, c'est là qu'elle s'est rendue compte que c'était un métier. J'habitais plus chez ma maman, j'étais en coloc avec mon meilleur pote. Et meilleur coloc de la planète, hein. J'étais jamais chez moi, je payais l'année. La moitié du loyer. Ouais. Je payais l'année tout de suite, comme ça, tout était réglé. Donc, ouais, pour ma maman, ça y est, elle se rendait compte que ça faisait quand même quelques années que j'étais dans le business. Tout allait bien, je changeais pas, j'étais toujours présent. Elle l'a accepté ? Elle l'a accepté. Mais là, je pars. Et là, c'est encore plus dur pour une maman. C'est plus du tout le business, c'est mon fils n'est pas là. Ah ouais. Ça, c'est plus compliqué. Ouais, ça, c'est plus compliqué. Parce que même si à l'époque, je voyageais beaucoup en Europe, j'arrivais à revenir quand même assez souvent. Tu gagnes ta vie, sans donner de chiffres, ça ne m'intéresse pas et tout, mais tu commences à gagner ta vie de manière professionnelle. Tu dis que tu payes le loyer à l'année. Ouais. C'est-à-dire que ça y est, c'est plus de l'amateurisme à 80 €, 500 francs de temps en temps. Non, là, à cette époque-là... Tu peux en vivre, quoi. Ouais, à l'époque de Rocco, là, je peux te donner les chiffres. À l'époque de Rocco, je prenais 500 € par scène. Ensuite, j'arrive aux États-Unis, j'arrive avec le même tarif, 500 € par scène, enfin 500 $. Et puis, plus ça marche pour moi, plus je me rends compte que... Tu peux demander plus. Je suis en grosse demande. Je suis obligé de refuser certaines personnes. Je me dis, plutôt que de refuser certaines personnes, je vais augmenter mon tarif, prendre beaucoup plus. Comme ça, j'élimine tout de suite certaines compagnies. Le problème, qui n'était pas un vrai problème, le problème que tout le monde aimerait avoir, c'est que plus je montais mon tarif, plus j'étais en demande. Et du coup, je me retrouve déjà très tôt à survoler les tarifs des autres acteurs.
Je vais te demander après, dans l'émission un peu plus tard, si tu as déjà réalisé les fantasmes du top 10 des fantasmes des Français, Ouais. filles et garçons. Voir si tu as réalisé, je vais te dire, le top 10 des plans, Cool. des fantasmes des hommes et des femmes, et tu vas nous dire si tu as fait ou pas. C'est drôle, je trouve. Super. Et si tu as fait ou pas, je vais te citer plein de choses. Cool. Aussi, tu vas nous dire. Et si après, tu as des conseils, on y reviendra un peu plus tard. Et les records aussi dans le porno, c'est hallucinant, il y a des chiffres, on Des imagine. chiffres de fou, ouais. C'est un truc de ouf. Ouais. Donc là, tu deviens réalisateur en 2003. Donc là, au début, tu étais acteur, comédien, Ouais. tu gagnes ta vie, tu commences à te faire une réputation. 2003, un an plus tard, donc après que Rocco te demande de venir aux États-Unis, tu as commencé à réaliser tes propres films. Donc tu disais que c'était des gonzo. Gonzo, c'est quand on tient la caméra ou tu as un cadreur qui te suit. Oui. C'est un peu faussement amateur. C'est faussement amateur, mais avec des acteurs et actrices qui ne sont pas amateurs, avec des décors qui sont aussi très pros, des grosses villas. Tu as vraiment une équipe, tu as un maquilleur, tu as un preneur de son, tu as tout ce qu'il faut. Mais pour moi, le gonzo, c'est vraiment le porno pour la masturbation. C'est... Vas-y, il y a des pornos, pourquoi d'autres? Il y a des gens qui aiment faire travailler la tête avant la masturbation. Moi, Ah, des trucs un peu plus cérébraux. voilà, avec des histoires, des mises en situation un peu qui te font travailler la tête avant même que Que tu puisses- t'imagines voilà. plus, quoi. Voilà. Moi, c'était vraiment le truc C'est tout, et tu fermes. Là, t'arrives, la fille fait un petit striptease devant une jolie villa avec une belle piscine, et après, le ou les mecs rentrent, ou d'autres filles rentrent, et donc c'est assez simple, avec une caméra qui est flottante et qui permet de donner une scène beaucoup plus réelle dans la Ouais, sexualité. plus naturel. Voilà, et non chorégraphie. Et comment tu passes derrière la caméra? À quel moment tu te dis, tiens, maintenant je vais plus être comédien, je vais devenir Alors, réalisateur? En fait, ça n'a même pas pris un an. J'arrive juin 2002 pour Fashionistas. Je repars mi-juillet. Et je reviens début novembre 2002. Et en 2002, c'est à ce moment-là que... En fait, ce qui est marrant, c'est que lorsque je fais Fashionistas, dans ce film, j'ai qu'une seule scène avec une fille. Mais cette fille, après la scène, elle a d'autres amis dans le porno, elle va leur dire « Waouh, j'ai bossé avec ce Français, il faut que tu tournes avec. » Du coup, moi, normalement, après Fashionista, je devais partir tout de suite. Je reste 2-3 semaines de plus. Et parce que cette fille dit à ses copines tu dois bosser avec ce mec-là, ses copines demandent aux productions et vous pouvez me booker avec ce Français. Pour qui est prendre là du en ce plaisir, moment. vraiment? Voilà, elles sont là, elles disent... Parce que elles veulent aussi des bonnes scènes. Elles savent que lorsqu'elles font des bonnes scènes, c'est leur image devant la caméra. Et puis elles veulent kiffer, quoi. Ouais, quitte à faire du porno, autant. Bien profiter. sûr. Toi, t'en prends du plaisir? Énormément. Ben, je pourrais pas le faire. Si je prenais pas de plaisir, j'aurais 0 érection. Non, mais nous, c'est plus bien mécanique, les hommes. Ouais, Tu mais... peux faire plus mécanique. Ouais, mais... Non, parce que... Non, Si tu veux vraiment, cérébralement, tu peux coucher avec un clafoutis, tu vois. Ça t'exciterait. Mais non, pas du tout. Mais je veux dire, mécaniquement. Ouais, mais... Tu mets un grande toilette, en vrai, tu vois ce que je veux dire. Mais là, en une chaussette plus, retournée. là, Une bouteille d'eau avec un gros... on parle de la maison American Pie, tu sais, le... La tu vois, tarte. Non, mais c'est pour ça que je voulais te lancer là-dessus après pour la vanne. Mais ouais, mais... Non, mais... c'est plus mécanique que... Ouais, mais je sais pas, moi, j'ai besoin d'être excité. Je le fais de manière très naturelle, en plus. Donc, j'ai besoin de... Ouais, de kiffer quand même. Voilà. Tu vas pas te forcer à faire des films Exactement. Je l'ai jamais fait, d'ailleurs. J'ai jamais... Et donc, pour revenir à ce qu'on disait, cette fille en parle à ses copines demandent aux productions, on commence à m'appeler. Après, je tourne avec ces filles-là qui disent à leurs autres copines, bon, j'ai tourné avec ce Français, et je reste 2-3 semaines après Fashionista, et je bosse tous les jours. Je rentre en France, j'avais des tournages en Europe de prévus, du coup, j'étais obligé de rentrer, sinon je serais sûrement resté un peu plus longtemps. Et je me dis, novembre, j'y retourne. Je reviens au mois de novembre. Entre-temps, il y a une boîte de prod qui s'appelait Red Light District, qui, eux, avaient eu une idée, c'était de se dire, nous, on va donner des deals aux acteurs, en tant que réalisateurs, pour les garder chez nous. Donc, ils avaient offert ils avaient pris 5 ou 6 top performers chez eux en tant que réalisateurs. Comme ça, ils gardaient ces mecs chez eux. Ok. Et, Tu les fidélises, quoi. Voilà. Tu leur dis, tu vas pas être qu'acteur, tu vas être réalisateur en plus. Moi, ils me proposent le deal. Au début, je refuse le deal. Parce que
eux, ce qu'ils voulaient faire, c'était donner un budget pour faire le film. Et toi, au-dessus de ce budget, tu avais un cachet. Et moi, ça ne m'intéressait pas. Je leur ai dit, écoutez, moi, ce qui m'intéresse, c'est que les films m'appartiennent. Donc, je préfère, moi, mettre mon argent et vous vous occupez de la distribution. Vous prenez un pourcentage pour la distribution, mais je garde la majorité de l'argent et je garde les droits des films. Par contre, ce n'est pas votre argent dedans. Au début, ils refusent. Et ma cote explose encore plus au mois de novembre. Et là, j'ai un rendez-vous chez le boss. Et il me dit, écoute Manu, on va faire une exception, on va le faire avec toi. Pour l'idée, Red Light District, c'était à l'époque la compagnie qui avait sorti la sextape de Paris Hilton. Qui était un truc énormissime à l'époque. Il avait sorti, c'est-à-dire, elle avait autorisé, Paris Hilton? Oui, bien sûr. Ah oui? Bien sûr, elle avait signé les papiers. Moi, je voyais le mec avec qui elle avait fait la sextape. Tous les mois, il venait chercher le chèque pour Paris Hilton. C'était énorme. Ouais, c'était énorme. Énormissime. Mais il n'a pas besoin de pognon. À l'époque, ils vendaient le DVD 70 balles et ils en avaient vendu 4 ou 5 millions. Bon. Ah, waouh! Ouais, c'était énorme. Énormissime. En fait, elle a fait une scène. Elle a fait une scène qui n'était pas une scène, qui était vraiment... Je l'ai pas vue, moi. Oh, Je l'aurais vue, je dirais. Non, ouais, t'as rien raté, ouais, du tout. Elle a pas besoin d'argent. Non, bien sûr, mais c'est pour le plaisir un peu. Ouais, et puis c'était même pas pour le plaisir. Je pense qu'elle voulait choquer, elle voulait être quelqu'un à tout prix. Plus que... Elle voulait faire parler d'elle. Voilà. Parce que tu sais qu'une sextape qui sort, ça fait parler de toi. Bien sûr. En bien ou en mal. En plus, t'es la fille Hilton. À l'époque, elle avait une émission télé avec Nicole Richie. Putain, le père, il devait pas être fier. Oh non, c'était un truc de fou, quoi. Qu'une femme comme ça... Maintenant, c'est vrai qu'ils l'ont joué comme si elle n'avait jamais donné l'autorisation. Mais il y aurait eu un procès fou si c'était la réalité. Évidemment, évidemment. Donc, c'est intéressant, ça. Ouais. Après, tu es devenu producteur aussi. Tu as produit. Donc, tu montes réalisateur, puis producteur. En fait, dans le porno, quand tu produis, ça veut aussi dire que... Tu payes. C'est toi qui mets ton oseille, c'est toi qui décides de tout, c'est toi qui choisis les acteurs, c'est toi qui... C'est la prod, quoi. Voilà. Donc, tu prends les risques. Tout de suite, je fais ça. Oui, c'est moi qui prends les risques. Mais je suis cool avec ça. En plus, Red Light District, à l'époque, ils avaient une manière de tourner qui m'allait pas du tout. Eux, c'était très rigide. Même si c'était du gonzo, ils avaient un format et ils s'autorisaient pas vraiment... Moi, je voulais faire des trucs fun, je voulais suivre les gens un peu partout. Je voulais pas juste mettre un canapé, des lumières, allez, vous faites votre truc sur le canapé et c'est fini, quoi. Moi, je voulais aussi que chaque scène soit différente. Je voulais jamais faire juste un mec, une meuf. Dans tous mes films, à l'époque, je mettais un mec, une meuf. 2 meufs, un mec. 2 mecs, une meuf. 3 mecs, 3 meufs. Je voulais que chaque scène... Ça change. Je voulais que parce qu'à l'époque, c'était pas encore Internet, c'était des DVD, je voulais que chaque personne qui achète un de mes DVD retrouve au moins une chose qu'ils vont adorer. Ouais, qu'il y en ait pour tout le monde. Voilà. Et tout le monde s'y retrouve. Voilà. Eux ne prenaient pas ce genre de risque. C'est quoi ta configuration favorite, à toi? Une fille avec moi. Simple. J'aime être concentré que sur une personne. Maintenant, c'est plaisant d'avoir d'autres filles autour, mais j'aime recevoir 100% de l'attention et j'aime donner 100% de mon attention. Je vais te parler des records dans le porno, continuer ta vie. Comme tu es acteur, réalisateur, producteur, hein, si tu connais un peu les records, alors bon, c'est plus pour rigoler, hein, je vais te donner des chiffres et tu vas dire si c'est plus ou moins d'après toi. Le plus grand nombre de partenaires sexuels différents dans une seule journée pour une femme est de 800 personnes. Est-ce que c'est plus ou moins? Je crois que c'est peut-être même un peu plus, et c'est une fille qui s'appelait Lisa Sparks. Exactement. Elle a couché avec 919 garçons en une seule journée, avec une moyenne du coup sur 24 heures de 94 secondes par personne. Ce qui est quand même fatigant, je pense. Ouais, c'est 94 secondes de plus que ma première fois. C'est quand même une dure journée. 919, c'est marrant de vouloir dépasser les records. Oh. Je comprends pas. C'est quoi ton record dans la journée du nombre de filles différentes? 15 filles. Dans la journée? Dans la journée. Non, mais tu ne peux pas avoir des rapports complets. Une scène. Non, c'était pas des... Oui, et en plus, c'était fait pour que... Et j'ai passé 3 jours complètement mort après ça. C'était pour une scène. Et c'était fait où j'arrive dans une pièce, il y a une fille. Je fais quelques minutes avec cette fille. Après, de cette pièce, je vais dans une autre. Il y a 2 filles. Après, il y en a 3. Après, 4. Et à la fin, où je suis déjà bien mort, les 15 sur moi, où t'en peux plus, t'es comme ça,
Vraiment. Oui, c'est trop. C'en est même douloureux, tu sais. Bah oui, Et ça cette fait scène mal. avait duré 7 heures. 7 heures. Tu te piques le sexe Non. pour tenir? Parce que Non. j'ai vu dans les trucs du porno, que c'est ce qu'elles nous expliquaient d'ailleurs, je Mhm. crois, les actrices X qui étaient venues, qu'il y avait des piqûres parfois pour faire tenir. Alors, moi, j'ai commencé en 97. À l'époque, ça n'existait pas. Il n'y avait même pas de Viagra à l'époque. Ah bon? Ouais, ouais. Et Donc, pas d'autre chose? non, non. C'était une période où tu pouvais le faire ou tu n'étais pas dans le porno. Il n'y avait pas de drogue, j'en sais rien, que les mecs prenaient. Non, il y avait peut-être des mecs à une époque qui prenaient de la testo, tu sais, des trucs un peu bodybuildés, et du coup, forcément, Ah oui, ça te donne augmentait, envie de- Tu vois ce que je veux dire. Mais ça dure qu'un temps. C'est pas régulier. Dans les records du porno, il y a le plus vieil acteur porno en activité à 79 ans. Est-ce que c'est plus ou est-ce que c'est moins? En activité, hein. Il me semble que c'est un Japonais et un peu plus. C'est 89 ans. Ouais. Ouais. Il est toujours en activité. Hein, Il n'y avait pas eu un documentaire Netflix sur lui? Shigeo Tokuda. Ouais. Et il a 350 films à son actif. Toi, tu sais pas combien de films tu as fait. Hein. Aucune idée. Le plus petit sexe du monde fait 3 cm. Est-ce que c'est plus ou moins? Je suis sûr que c'est moins. C'est 99 mm. Ah ouais. Ouais. La plus longue masturbation, ouais, en millimètres, Ouais, c'est fou. la plus longue masturbation masculine a duré 8h36, plus ou moins. Ça, c'est fou aussi. Ça, c'est... C'est- allez, je vais dire parce qu'il y a vraiment des fous, mais sûrement plus. Ouais, c'est plus, c'est 9h58 non-stop, sans s'arrêter. Absolument inutile. Masanobu Sato, c'est... voilà. Il a battu son propre record. Il y a des mecs qui sont vénères hein, dans les records Ouais. sexuels. Les Japonais, hein. Et alors là, c'est l'inverse de tout à l'heure. C'est le plus grand nombre de partenaires féminines dans une seule journée pour un garçon. Bah, Est-ce que c'est 70 femmes? C'est plus ou moins? Pour un garçon. Hein. je dirais peut-être un petit... Ah non. Plus. Non, c'est moins. C'est C'est John moins. Doe. John Doe. John Doe, on dit? Ouais. C'est John Doe qui a fait l'amour avec 55 femmes dans la journée. Je me rappelle, mais il me semble que... En fait, il me semble qu'il y avait 100 filles ce jour-là, mais qu'il n'était pas seul. Ah. Donc c'est peut-être pour ça que lui a fait 55, mais je me Ça rappelle... n'a aucun sens. Hein, Ouais, John 55. Doe, ouais. Non, mais c'est vraiment de la luxure. absolue. Non, mais là... C'est un bus scolaire, ouais, c'est ça. Mais j'aurais plutôt pris une autre Je- référence. Un quart de voyage? Ouais, un quart de voyage, on va pas... Chacun ses ouais. références. Ouais, ouais. C'est- Merci. On coupera ce moment. on coupera. Seb, Pas de sinon- gênance du sinon tout. c'est fin de carrière Sur pour ce- Sébastien. C'est un quart de voyage. Si près du but. Merde. La plus longue distance d'une éjaculation masculine est de 4,34 m. Est-ce que c'est plus ou moins? Je dirais... 4,34 m. Vas-y, un peu plus. Eh bien, c'est plus, c'est 5,71 m. Bravo. Ouais, c'est plus large que le studio. Je ne sais pas comment c'est possible, hein, je ne le comprends pas. Mais surtout, pourquoi? C'est surtout ça que je comprends pas. La plus haute éjaculation, il y a vraiment des mecs qui ont pris des mètres. Je un te jour. jure. Ils se sont dit, allez, ce matin, c'est vers le haut. La plus longue, je vais vous dire les chiffres, on va gagner du temps. La plus haute éjaculation masculine est de 5,12 m au-dessus du sexe. Attends, tu te rends compte, 5,12 m? Énorme. Non, mais attends, c'est l'étage du dessus. C'était en Fosbury C'est-à-dire que ou... le gars, il est au premier C'était en étage. Fosbury ou... Qu'est-ce que c'est, Fosbury? Tu sais, c'est le saut en hauteur où tu passes par Ah le oui, dos. oui, oui. Avant, tu faisais en ciseaux Tu et passes après, les- le mec... ouais. L'éjaculation masculine la plus rapide est de 70 km/h. Or, rapide comme ça. le plus gros sexe en érection d'un acteur porno est de 34 cm. C'est John Falcon. Voilà. Ça te parle ou pas, John Falcon? Pas du tout, carrément. On a noté un peu les records, on y reviendra. Tu pars en 2004, t'es installé aux États-Unis. Ouais. Voilà, ton Officiellement, départ ouais. officiellement. T'arrêtes les 3 mois, 2 mois, 3 mois, Ouais, 2 ouais. mois, Europe. Tu pars là-bas. Pourquoi tu décides de vraiment partir aux États-Unis? Tu ne reviendras d'ailleurs pas, parce qu'il Ouais. y est toujours, hein, 20 ans plus tard. Ouais. Différentes raisons. Un, je me rends compte que le business en Europe est en train de prendre un tournant étrange qui me plaît pas. Je me rends compte aussi, lorsque je tourne là-bas, que je tourne de plus en plus avec des filles qui n'ont vraiment pas envie d'être là. J'allais dans les pays de l'Est, et au tout début, lorsque j'allais dans les pays de l'Est, les filles, elles comprenaient aussi le côté show business, star du porno, tout ça. Là, tu voyais que non. Pas toutes, hein, bien sûr, je déteste faire des généralités, mais je me retrouvais sur des tournages avec des filles, et tu voyais qu'elles ne kiffaient pas être là. Elles savaient faire leur taf, elles le faisaient bien, mais... Et moi, ça me plaît pas. Et c'est vrai que quand j'étais plus jeune,
je me disais, c'est mon taf et je dois le faire, qu'elle kiffe ou pas. Elle est là de son plein gré, bien sûr, attention, on forçait personne, mais ce que je veux dire, c'est que elle le faisait parce qu'elle pouvait le faire, pas parce qu'elle voulait le faire. Et en parallèle à ça, je vais aux États-Unis où elles ont envie d'être des stars, elles ont envie de kiffer. Elles comprennent que lorsqu'elles prennent leurs pieds, les fans le voient et Ils se ressentent et ça ils se aiment bien. ressent et ça fait d'elles des plus grosses stars. Donc, du coup, tu pars habiter. Ouais. Au début, tu tournes combien de films par an? Quand tu arrives en 2004, c'est quoi ton rythme, tu vois, à l'année? En fait, dans le porno, tu comptes plus en scène qu'en film. Parce que, par exemple, il y a un film, je vais pouvoir faire un film avec une scène dans le film. Il y a d'autres films, je vais être dans toutes les scènes. Donc, à cette époque-là, je tournais encore entre 55 et 60 scènes par mois. Par Vraiment. mois? 2 scènes tous les jours. Tous les jours. Mais Tous les jours. T'as pas mal au cou. Non, justement, parce que Tu sais, au bout d'un j'éjacule moment, t'as énormément. pas de fatigue, mais ça, tu vois, t'as pas mal au sexe. c'est lorsque tu le gardes en toi. Non, j'ai jamais eu vraiment ce problème. Tu pourrais te dire, tu vois, une inflammation. Ouais, Mais ça, ou c'est même pas étonnant, une irritation. voilà, J'ai jamais eu vraiment ce problème. Incroyable. Oui, parce que ça peut être même fatigant. Est-ce que tu t'entretiens physiquement? Est-ce que tu entretiens déjà le cardio? Est-ce que tu fais du sport, le cardio, machin? Et est-ce que tu entretiens cette partie-là? Est-ce que tu as un soin particulier pour tenir? C'est une vraie question. Alors, j'ai toujours été sportif. Je suis sûr que ce soit... je fais un peu de muscu, j'ai grandi en faisant du judo, mais arrivé aux États-Unis, je me mets à faire beaucoup de basket, je me mets au jiu-jitsu brésilien. Mais je ne l'ai jamais fait en me disant ça va m'aider dans le porno, tiens, j'ai besoin de ça pour mes scènes. Je l'ai fait parce que juste j'ai toujours été sportif et je prends du plaisir à le faire. Je suis sûr que ça m'a aidé, mais je peux pas dire tiens, fais ces exercices et non, mais fais ci et fais ça. Tu pourrais mettre de l'aloe vera, j'en sais rien. Ouais, non, apaisant. Écoute, je suis sûr que d'autres ont leur manière à eux de le faire. Moi, j'ai jamais eu ce besoin de faire quoi que ce soit d'autre que ça. C'est quoi la différence entre un tournage d'américain et un tournage de français en termes porno? Qu'est-ce que tu vois comme différence? Wow. Alors, est-ce qu'il y en a une différence d'ailleurs? Il y a une vraie différence entre le tourner à l'américaine et tourner à la française. Maintenant, il y a aussi une différence entre certaines productions américaines et d'autres. Si tu parles, par exemple, on va prendre en France le plus connu, Marc Dorcel. Ils font des super films, très jolis, très bien faits, avec des scénarios. À l'époque, aux États-Unis, Vivid faisait ça aussi. Ils avaient déjà des vrais stars du X aux États-Unis à l'époque. Tu avais des Jenna Jameson, tu avais des Janine, tu avais déjà des grands noms qui étaient suivis mondialement. En France, on en a eu quelques-unes, mais il n'y en a pas eu énormément. Du coup, tu arrivais et tu tombais sur des vraies stars du porno. J'avais pas eu cette sensation en France. Au niveau des productions, l'équipe, c'est le double d'une équipe que tu avais en France. Ah ouais, donc c'est staffé quand même. Ouais. Et ils sont aux petits soins pour les acteurs et les actrices. Si tu as besoin de ça, si tu veux ça. En France, je ne dis pas qu'ils ne sont pas aux petits soins, ils font attention, mais on va dire, par exemple, tiens, tu vas... aujourd'hui, ta scène, c'est sur ce bureau, c'est un bureau en métal bien froid. Et moi, je m'étais retrouvé d'ailleurs dans un film de Rocco. C'était sur une table en métal dans un abattoir. C'est le truc gelé, la pièce frigorifiée. Puis c'est pas un truc qu'ils peuvent éteindre pendant la scène. La pièce réfrigérée, vraiment. Ouais, vraiment réfrigérée, avec les trucs de viande tout autour. C'était à l'époque, il avait fait un film qui s'appelait Ass Collector, un truc comme ça. Et cette scène demandait à ce que ce soit... on ne dit pas, ça va. Ouais, t'es pas confort. Tu veux mettre une petite serviette alors que là-bas, c'est vraiment, t'as besoin d'un truc, t'as besoin un petit marchepied. Il y a le service, quoi. Tu vois, voilà. Et ça, c'était vraiment une grosse différence. Est-ce que quand tu arrives à habiter à Los Angeles, est-ce que le regard sur le porno, les gens, la manière, la société, le voient différemment ou c'est un peu la même chose? À l'époque, je pense qu'il y avait énormément de similarités avec la France. C'est que beaucoup regardent du porno. Tout le monde n'a pas envie de dire « oui, je regarde du porno ». Tout le monde n'a pas envie de dire « oui, le porno, c'est super ». Mais beaucoup de gens regardent du porno.
Aujourd'hui, je pense qu'il y a un regard plus difficile en France qu'aux États-Unis sur le porno, sur la pornographie, et surtout sur les actrices. Les acteurs, on reste quand même de notre côté un peu l'alpha, le macho, le mec, tu vois. C'est plus facile d'être acteur qu'actrice en termes d'image. Je pense que en termes d'image, ouais, complètement. En termes de succès, on va parler des actrices après. En termes de succès, l'argent, le succès, machin, tu vois une différence? Bien sûr. Amérique, France? Bien sûr. Je peux te dire vraiment que si j'étais resté en Europe, aujourd'hui, j'aurais sûrement arrêté ma carrière. Je pense pas, ça m'aurait pas plu la manière dont il travaille ici, comme ça me plaît la manière dont il travaille aux États-Unis. Donc j'aurais sûrement déjà arrêté ma carrière. En 2005, tu vas te marier avec une actrice X aussi, qui s'appelle Dana Vespoli, c'est son pseudo. Je vous mets une photo comme ça, vous voyez. Est-ce que c'est compliqué pour un homme, même si tu fais ce métier-là, de voir sa femme continuer de tourner? Ou est-ce que, comme c'est votre métier, que vous vous rencontrez entre guillemets dans ce cadre, ça va? C'est quoi ton opinion à toi? Alors, étrangement, et c'est marrant parce que j'ai eu ce cas-là avec elle, mais j'ai aussi eu ce cas-là avec ma femme actuelle, c'est que on s'est mis ensemble à une période où elle voulait arrêter. Du coup, moi, je suis pas du tout échangiste, je suis pas du tout candoliste. Qu'est-ce que c'est candoliste? Candoliste, c'est lorsqu'un mec aime voir sa femme avoir des rapports devant eux. Avec un autre homme. Ouais, avec un autre homme. En bref, je te la fais rapide. C'est pas du tout mon délire, mais ça aurait été difficile pour moi de lui dire « je veux que tu arrêtes ». Et moi, continuer. Ça aurait été très hypocrite aussi. Elle en était déjà au moment où elle voulait arrêter. Ça s'est fait naturellement. Moi, j'étais au top de ma carrière à ce moment-là. Je pouvais subvenir à tout et surtout lui donner des opportunités sur d'autres carrières qu'elle aurait pu faire ce qu'elle voulait. Comme sa carrière de maman? Exactement. Et à ce moment-là... Vous avez trois garçons, Trois garçons ensemble. En 4 ans? Ouais. J'ai eu mon premier fils, qui s'appelle Adam, qui a aujourd'hui 17 ans. Et j'ai eu des jumeaux, Mathias et Nathan, qui ont aujourd'hui 14 ans, avec Dana. Donc ça va durer 4 ans, votre couple? On a été ensemble 7 ans, je crois. 7 ans? Mais mariés 4 ans, je crois. Parce qu'après, tu vas te mettre en couple avec l'actrice, une autre actrice X française, Katsuni. En 2009, cette fois, donc c'est un peu plus tard. Tu la rencontres sur un tournage de film ou rien à voir? Alors, c'est très marrant parce que Katsuni, Céline maintenant. Céline Tran. Céline Tran, ouais. Je l'ai reçue sur Skyrock en 2004. Ouais. Incroyable. Vraiment, super bonne personne, très intelligente, très sympa, vraiment. On se rencontre en France avec Katsuni. Et sur un tournage très français, à l'époque, c'était un réalisateur, je ne me rappelle plus, je crois qu'il s'appelait Martin quelque chose. Et c'était un mec qui venait plus ou moins du traditionnel. Ils aimaient bien dire ça à l'époque. Ah, c'est un réalisateur du traditionnel. Je ne sais pas du tout ce qu'il a fait dans le tradi, mais bref. Et très sympa. Et je la croise à l'époque, elle débutait dans le porno. Son nom commençait à prendre de la valeur. Elle avait son copain à l'époque. Et on tourne ensemble une scène, mais très vite faite, sympa, mais rien d'exceptionnel. Quelques temps plus tard, on retourne ensemble. Pareil, on s'entend très bien, on fait une bonne scène, mais rien de mémorable, en fait. Et c'est à la période à laquelle, moi, je commençais à aller aux États-Unis. Je pars aux États-Unis, mon nom prend énormément de valeur là-bas. Peu de temps après, quelques années plus tard, elle débarque aux États-Unis. Elle commence à tourner là-bas. Et un jour, un réalisateur avec qui j'étais pote me dit « Tiens, j'ai une scène avec une Française, Katsumi, tu veux tourner avec ?» Moi, au début, je me dis « Je suis venu ici pour tourner avec des Américaines. » Il dit « Vas-y, tu vas voir, nana. » Je dis « Non, mais je la connais, j'ai déjà tourné. Allez. » Je dis « Ok. » Et là, on fait cette scène ensemble. Et là, d'un coup, un déclic qu'on n'avait jamais eu avant cette scène. Même, encore une fois, si... En fait, on avait plus un rapport pote sur les tournages. Et là, on tombe sur un rapport complètement différent. Où
tout de suite, on se rend compte qu'on est sexuellement compatibles. Mais à un niveau que je n'avais pas encore connu jusque-là. Ah ouais. Ouais. C'était Katsumi avant, non? Katsumi. Elle a changé de nom, non? Ensuite, elle a eu un procès à cause d'une demoiselle qui avait son nom de famille Katsumi. Et elle avait dû le changer à Katsuni. Ah oui, on qui est était d'accord. en réalité ridicule. C'est pas parce que les gens, Oui, oui. pour une lettre, ça allait rien Ça n'a rien changer. changé. Bref, elle le fait. Et on commence à beaucoup bosser ensemble, au point que dans toutes les interviews, elle dit que c'est moi son préféré, et moi je dis à tout le monde que c'est elle ma préférée. Et là, est-ce que c'est dur d'avoir Là, c'est dur. pour la jalousie? Là, c'est dur parce que je pense sincèrement que c'est le moment où j'ai commencé à voir la fin de ma relation avec mon ex-femme. Parce que mon ex-femme et moi, on s'entendait super bien. D'ailleurs, la manière dont ça s'est terminé, il n'y a pas eu de... On est arrivé à un moment où on se regardait, on s'est dit, non mais, on va nulle part. On a des enfants ensemble, on ne peut pas avoir nos enfants grandir dans une famille où clairement leurs parents sont malheureux ensemble. Vous étiez moins amoureux, tu veux dire? Moins Coloc, amoureux, voilà, on Potes. partageait beaucoup moins potes, etc. Bons parents ensemble, mais on voulait pas que nos enfants grandissent dans un environnement qui était stérile, en fait. Donc, on se met plus ou moins d'accord sur une séparation. Ça n'a pas été tous les jours facile non plus. Bien sûr. Il n'y a rien de facile. Comme toutes les séparations. Bien sûr, mais je pense qu'on a sûrement eu la séparation la plus saine possible. Comment vous avez fait pour les enfants au début? Alors, Quand t'as 3 enfants même, 3 garçons. oui, et puis encore en bas âge à ce moment-là, tu vois. Quel âge ils avaient? Mon fils le plus vieux avait 4 ans, mes jumeaux avaient 1 an. Oh, waouh! Donc, compliqué, Et puis c'est du boulot, oui. 3 enfants. Mais elle déménage. Et à l'époque, j'avais une maison. Ma maison faisait genre 630 mètres carrés, truc énorme. Et le premier jour, le truc dont j'avais jamais eu besoin, même à l'époque où j'avais mes enfants et ma femme, c'était inutile. Vraiment, c'était une... 630 mètres carrés, ouais. Ouais, c'était abusé. Et c'est vraiment le côté... tu sais, le mec de banlieue qui a jamais eu d'oseille et du jour au lendemain, il fait de l'oseille. Et là, j'achète. Ouais, qui veut se faire... ouais. Et puis, mais j'ai fait quelques erreurs comme ça. Mais t'as fait tes kiffs? Ouais, j'ai fait mon kiff. Je me suis rendu compte de l'erreur. Pareil, à un moment, j'avais une Bentley GT Continental. Ça m'a plu une semaine. Au bout d'un moment, ça me gênait que les gens me regardent. Du coup, j'avais un Honda CR-V que je conduisais tout le temps alors que je conduisais. Tu vois, j'ai fait des erreurs comme ça. T'apprends. Ouais, il faut passer Et par après, ces tu étapes passes à quand tu autre peux le chose. faire, hein. Voilà. Mais je me rappelle le premier jour où elle décide de déménager. Le soir, je me retrouve tout seul dans cette maison. Pouah, la déprime. Tu sais, les échos. 600... Ah ouais. Il n'y a plus de bruit. Il y a la télé chez moi et t'entends l'écho partout. J'éteins la télé, j'entends des trucs, le vent. Tu sais, mais quelle Parce déprime. que quand t'as 3 enfants, t'entends plus le vent. Et là, ce jour-là, je me dis, allez, il faut que je vende la maison. De toute façon, elle avait déménagé dans un quartier qui était à une demi-heure de chez moi. Moi, je voulais me rapprocher de chez elle. Du coup, je trouve une maison qui fait la moitié de cette maison, qui est déjà aussi une très bonne taille. Comme ça, mes enfants auront chacun leur chambre. Oui, t'as toujours les Je chambres. suis à 5 minutes de chez elle. Du coup, boum, j'achète cette maison, je revends mon autre maison. Et quelques mois plus tard, mes voisins déménagent et vendent leur maison. Et du coup, je parle à mon ex-femme et je lui dis, écoute, mes voisins vendent leur maison, tu veux que je l'achète? Comme ça, tu peux emménager. Ah, vous habitez en voisin. Et les garçons peuvent te voir tous les jours, me voir tous les jours. Ce qu'on faisait déjà, mais des fois, ça compliquait les choses. Et du coup, on devient voisins. Incroyable, ça c'est Ouais. drôle ça. Du coup, je prends la maison... C'est elle qui les garde, tes enfants au début? Non, on faisait partager. On faisait partager, mais comme mes jumeaux étaient en bas âge, ils étaient quand même plus souvent chez elle. Ah ouais. Et puis c'est un petit garçon, c'est maman Oui. quand même. Oui. Et je passais tous les soirs, tous les jours, je passais du temps avec eux. On était restés très bons amis. Vraiment, ça s'est passé de manière très propre. Mais c'est aussi ce qui a créé un problème entre Katsuni et moi. Ah oui, d'avoir encore ton ex. C'était compliqué. Et puis des fois, je passais la nuit là-bas. Des fois, mon fils, le plus vieux, me disait « Papa, reste ce soir ». Du coup, je restais. Je faisais rien avec mon ex. Il n'y avait pas de
Oui, mais c'est sûr que dans l'inconscient, Et elle, nouvelle, pour elle, peut-être que je dormais en train de se là-bas. remettre. Tu vois, Katsuni arrivait en fin de carrière aux États-Unis. Elle voyait qu'elle avait des opportunités en France. Ça a commencé à créer une séparation. Et après, il y a eu une séparation abrupte, mais nécessaire. Tu vas te mettre en 2012. Ouais. Tu disais que ça va se terminer avec Katsuni. Ouais. Tu rencontres une autre actrice X. En fait, t'es sorti qu'avec des actrices X. Pour Mais l'instant. à côté, je suis sorti avec d'autres filles qui n'étaient pas dans le porno, mais c'était toujours très C'est compliqué. Bien sûr. Caden Cross. Ouais, ça Caden Cross, ouais. Caden Cross, je vous mets la photo aussi que vous puissiez les remettre. Ça peut, peut-être que vous les connaissez. Moi, je ne connaissais pas, très honnêtement. Magnifique femme. Si elle regarde, je suis un peu obligé de dire ça, mais au cas où il y a les sous-titres. Bébé, je t'aime. Vous avez une fille ensemble. Oui. Elle a arrêté de tourner aussi. Ouais. Après, donc tu as 4 enfants. Ouais. C'est toi qui l'as demandé d'arrêter de tourner ou ça s'est fait aussi naturellement? Alors pareil, à l'époque où on commence à sortir ensemble, on se voyait sur les tournages, on bossait beaucoup ensemble, et elle me disait qu'elle arrivait à fin de carrière, qu'elle avait envie de changer, qu'elle avait envie de faire d'autres choses. C'est une femme très très intelligente, qui écrit très très bien, et elle avait d'autres aspirations que juste être actrice porno. Alors, ce qui est fou, c'est qu'elle va arrêter de tourner, mais va réaliser. Ouais. Et tu vas jouer dans ses films Ah non, avec d'autres actrices. Non, mais l'histoire est encore plus folle que ça. C'est-à-dire que après 2-3 ans, on est ensemble, elle lance d'autres business qui marchent très très fort, mais qui lui plaisent pas. Elle commence une compagnie où elle fait des coussins personnalisés, qu'elle vendait 200 balles le coussin, et elle chopait des commandes, sauf que ça lui plaisait au début. Ça Elle faisait l'excite des pas, petits quoi. trucs, et puis ça n'excitait pas. Et il y a un mois où je devais faire 2 films pour ma production. Et là, je lui dis, j'ai pas envie de réaliser ce mois-ci. J'ai juste envie de faire l'acteur, j'ai pas envie de me prendre la tête. Et en rigolant, je lui dis, mais pourquoi tu le fais pas, toi? Pourquoi tu réalises pas un film? Alors que c'est toi qui joues dedans. À l'époque, oui. Et elle me dit, mais t'es sérieux? Tu veux vraiment que je réalise? Je dis, ouais. Je dis, je te laisse faire ce que tu veux. Et là, elle m'écrit un script, ce qui n'est pas du tout ce que je fais d'habitude. Elle écrit un script, un truc très sympa, très cool, et elle réalise le film. Alors effectivement, je suis dans ce film, mais je lui dis, les scènes dans lesquelles je suis, t'es pas là. Jusqu'au moment, elle peut être là jusqu'avant la scène, au moment de la scène, tu pars. Pour différentes raisons. Ça me mettait mal à l'aise, j'ai besoin d'être moi-même pour pouvoir faire mon métier, et je veux pas avoir à faire attention à ce que je fais, ce que je dis, mais aussi, je veux pas mettre ma partenaire... De jeu. Mal Ouais, à l'aise. Ah ouais, parce que tu sais mal que à c'est la l'aise. femme de ta... Tu vois ce que je veux dire? ouais. Ah, c'est sa femme, du coup, je peux pas être moi-même non plus. Bref. Et elle fait ce film. Et, truc incroyable, ce film gagne meilleur film de l'année aux AVN Awards sur son premier Les film. awards du porno. Ouais, les awards du porno. On a toujours envie de faire l'amour à sa femme quand on fait du porno le soir. Bien sûr. On a toujours envie, parce qu'on n'est pas crevé de... Mais moi, j'ai de la chance d'avoir une femme très très belle et très active sexuellement, et ça va très très bien avec ma libido. Est-ce que quand on est acteur X, tu vois, qui tourne beaucoup, on va dire, est-ce qu'on fait l'amour de la même manière à sa femme? Ou est-ce que c'est autre chose? En fait, moi, la manière dont je le fais, bien sûr, c'est différent parce qu'il y a l'amour qui est présent. Mais j'ai jamais eu des rapports sexuels dans ma vie privée comme dans le porno, mais l'inverse. J'ai amené ma manière de faire dans ma vie privée dans le porno. C'est pour ça que ce que je fais, c'est très vrai. Et du coup, à part l'amour, ça peut ressembler à ce que je fais dans les films, sauf que on a des envies différentes chaque jour, quoi. T'as eu, on va en parler après, on va parler vraiment du X et on va rentrer dans les fantasmes, tout ce que tu as pu faire et tout ça dans 2 minutes. Mais toi qui as eu des milliers de partenaires, je ne sais pas combien on en parlera plus tard, mais plusieurs milliers, est-ce que tu crois en la fidélité sexuelle? Bien sûr. C'est facile, lui, coucher avec 5 filles par Bien semaine, sûr, depuis le boulot, donc le soir, il est fidèle. Hein. C'est clairement bien plus simple pour moi, vu Est-ce que tu as ta soupape pour ouais. Mais je pense que oui, le jour où tu arrêtes, mais pas pour tous. le jour où tu arrêtes, tu pourrais, toi?
Ouais. Alors, c'est marrant parce avec le Covid, on a eu un petit peu le business du porno, tout a été arrêté. Pendant Du un coup, mois et on demi, a... c'est ça? Non, on a eu 3-4 mois 3-4 mois. où tout a été arrêté. Et du coup, on a eu un exemple de ce que ça pourrait être, pour moi, de... Une vie lambda, Voilà. Et classique. je t'assure qu'au bout de 3-4 mois, ma femme me disait « Quand est-ce que tu reprends ?» Parce que là, il faut quoi. Parce que t'arrêtes pas? Ouais, mais moi, j'ai... Catarrhe. Encore une fois, tu sais, moi, ma femme m'attire C'est énormément. combien de fois par jour? Ça dépend des jours, ça dépend de ce qu'elle aussi a envie. C'est pas Bien juste sûr. mon Non, envie, mais vous deux, ça. tu vois. C'est pourquoi. Mais on le faisait au moins une fois par jour. Ouais. Au moins une fois par jour, Mais tous les jours. mais tous les jours. Non, mais tu vois, c'est intéressant, même pour ceux qui se demandent s'ils sont normaux en couple, de ne pas le faire tous les jours, etc. C'est Bien sûr. normal, quoi. Non, mais la Pas de- normalité est propre à chacun. Exactement. En fait, ma normalité, ça va pas être la tienne. Quand t'as ça va envie, pas- quoi. Exactement, ça va être différent. Et c'est pour ça que quand tu me poses la question sur être fidèle, c'est propre à chacun. Pour certains, oui, ça va être quelque chose de normal et naturel. Parce que toi, tu t'en Pour sens d'autres, capable. non. C'était peut-être plutôt ça, tu vois. Quand t'as connu ça, c'est compliqué. Bien sûr. Ouais. Je vais te donner le top 10 des fantasmes des gens en France. Regardez sur Internet pour Super. les hommes et les femmes. Je vais te donner donc 20 pratiques. Tu vas me dire si tu as déjà fait ou pas. Est-ce que tu as déjà réalisé tous les fantasmes, les top fantasmes? C'est rigolo à faire. On va partir du 10e et remonter, d'accord? Ok. Coucher avec une autostoppeuse pour les hommes. Bah, oui et non, en fait, j'ai pas fait C'est avec une fausse autostoppeuse. Voilà, c'est une Ouais. autostoppeuse dans un film, tu vois. Donc ça marche pas. Donc ça marche pas, ouais. Être attaché sur leur lit pendant l'acte. Oui. Que tu es attaché. Oui. Voilà. Faire l'amour à une hôtesse de l'air en l'air. Je l'ai fait en l'air, mais pas avec une hôtesse de l'air. Et je l'ai fait avec une hôtesse de l'air, mais pas en l'air. Tu vois le... C'est énorme. Il y a eu peut-être un moment où elle a été en l'air, mais... Meilleur punchline de l'émission, je crois. Faire l'amour au bureau, sur ton bureau. Oui, Oui, oui. d'accord. Bon, c'est la base. Coucher avec leur secrétaire. C'est le 6e dans le top. Hein, sur tous les sites, c'est la même chose. Coucher avec leur secrétaire. Oui et oui en tournage et oui hors tournage, mais c'était pas ma secrétaire, c'était la secrétaire du patron de Red Light District. Donc c'était la sienne. Faire l'amour avec la femme de ton patron. Ça, c'est la 4e. Faire Ouais. l'amour avec la femme de leur patron. 4e fantasme des hommes en France. Bah oui, mais oui, forcément, mais je suis mon propre patron, du coup... Ah oui. Quand je Même baise avec ma le femme... patron ouais. de- Non, ça non, Coucher avec une célébrité. 3e du top 10 des fantasmes des hommes, oui. Ouais. Sans te demander, non, on s'en fout, mais est-ce que tu as déjà fait? Oui. Ouais, énormément. Mais pas la célébrité du porno, forcément. Non, hein, bien sûr, célébrité non. tout court. Ah non. Je serais surpris. Dans quel domaine? Sans dire le nom, on s'en fout, c'est marrant. Dans la chanson, dans le cinéma, française, américaine. Et c'est marrant parce que ces gens te démarchent, quoi. Ah bon? Ouais. Ah, tu te fais Ah juste ouais. par curiosité de voir ce que ça fait? Salut. Attends, c'est la vraie? Ah, c'est marrant, ça. Ouais. Et toi, ça te fait marrer aussi de te dire, tiens, c'est une corde, enfin, c'est une case cochée, entre guillemets? En réalité, pas plus que ça, mais si elle est attirante, en tout cas à cette époque-là, si elle était attirante, pourquoi pas? Coucher avec une inconnue que tu viens de rencontrer. C'est le top Oui. 2 des fantasmes des hommes en France. Oui. Une fille que tu rencontres, vraiment, tu couches Ouais. avec elle dans les 20 minutes, quoi. Ouais. Ça, c'est arrivé. Ça m'est arrivé dans les airs, d'ailleurs, en avion. Mais non. Ouais, ça m'est arrivé à d'autres opportunités, mais C'est-à-dire, tu la rencontres dans l'avion, Los Angeles-Paris, je suis dans l'avion, à côté de cette fille, on commence à discuter, elle m'avoue qu'elle m'a reconnu et elle commence à mettre la main sur ma cuisse et on est parti un peu... et tu l'as emmenée aux toilettes. Ouais, mais on avait commencé sur nos sièges, on avait mis genre une couverture sur nous et on a commencé sur nos sièges et après, ouais. Et est-ce que c'est bien en l'air? Non. Non. Ah non, c'est... Les toilettes sont C'est tout très petit. petits. Et en plus, quelqu'un frappe à la porte et on bug. Et je lui dis, on va sortir.
fais comme si tu étais malade. Et que c'est pour ça que je suis tu rentré tiens les pour cheveux, genre, t'aider. pour vomir ou quoi. Et là, elle sort, elle a... Je dis, elle est malade, elle est malade. Ah, ils nous ramènent des sacs, mais genre, on a dû leur faire 10 000 fois celle-là, tu vois. Il y avait une hôtesse qui me regardait un peu, tu sais. Pas con l'idée de Ouais. elle est malade. Alors, le premier fantasme en France pour les hommes aujourd'hui, au jour du tournage, et c'est réalisé. Bon, pour toi, ça va pas te faire rire, mais faire un plan à 3, Ouais. tu as déjà fait un plan à 15. Non, alors, du maintenant, coup, à 16 même. normal, c'est vraiment... je veux dire, moi, avant d'être dans le porno, c'était Oui, c'est... gros fantasme, quoi. Et est-ce que c'est vraiment si bien que ça? Ça peut l'être. Ça peut être très, très bien. Ça peut être un calvaire aussi, mais ça peut être très, très bien. Pourquoi ça peut être un calvaire? Il m'est arrivé une situation, il y a très longtemps, où une des filles a été très jalouse. Ah, waouh! Et du coup, pétage de plomb. Elle a envie au début. Et en plus, on était chez elle. Et on commence, c'est elle qui avait amené sa pote pour qu'on fasse ce truc-là. Et pétage de plomb, sortez de chez moi. Ah oui? Ouais. Ah, ça part en... ok. Ouais. Sur les femmes, les fantasmes des femmes, c'est faire l'amour sur une plage, en top 10. Je conseille à personne. Ça, c'est pas agréable, le sable et tout. Ouais. Ah ouais, c'est immonde. Faire l'amour dans un lieu public, en 9e position. Normal. Faire des jeux de rôle. Ouais. Enfin, c'est plus classique, non, pour toi? Ouais, c'est super classique. Ouais. L'idée de se faire attacher les mains. Ouais. Voilà, les menottes, un peu, voilà. Faire l'amour avec un étranger qui vient de rencontrer, avec un inconnu aussi. Ouais. Coucher avec un moniteur de ski, 5e position. C'est marrant, c'est pas les mêmes. Hein. C'est marrant, moniteur de ski. Ça vaut le coup, hein. Dominer son partenaire. Ah. Voilà. Ça, j'imagine, tu as déjà tout fait, tous ces trucs-là. Moi, je suis pas soumis du tout. Donc, même si tout à l'heure, le fait d'être attaché, c'était pas pour être soumis, c'était plus pour laisser la fille s'occuper de toi et justement, oui, ne pas toucher. Mais pas, il n'y avait pas de jeu de domination. Coucher avec un sportif. Voilà. Le sportif, il doit faire fantasmer les femmes. Bien sûr. 3e fantasme en France. Tu as déjà couché avec une sportive? Ouais. Pas un clin d'œil et tout. Oui. Bien sûr. C'est vrai, mais tu as fait tous les métiers. Non, pas bien Quel sûr, métier mais t'as pas fait pas bien sûr comme ça, mais il se passe que oui, quoi. Donc, Jolie sportive. très jolie sportive. Française? Non, c'était une Tchèque. Faire l'amour sous la pluie, sous l'eau. Ouais. Ouais, ça, je vois pas trop d'intérêt. Pas super agréable non plus. Mais dans l'eau, dans la piscine et tout, c'est pas agréable. C'est pas agréable. Bizarrement, ça sèche. Ouais. Tu vois? Du coup, c'est... Ça ne lubrifie pas. Ouais. C'est comme dans le bain, dès que c'est dans l'eau, piscine ou bain. Hein. Et donc, le fantasme des femmes, c'est coucher avec 2 hommes ou avec une femme. Voilà, c'est le top 1 des... Mais ça, tu l'as déjà fait, du coup, le plan A3, on le disait avant. Je te parlais des fantasmes après les Français, tu me diras si tu as fait ou pas. Ouais. Comment tu fais avec tes enfants? Tu disais que tu étais papa de 4 enfants, donc 3 garçons et une fille avant. Ils parlent français, d'ailleurs? Mon plus vieux parle très bien français. Mes 3 fils, à la base, étaient dans une école française aux États-Unis qui s'appelait Lila, Lycée International Los Angeles. Mais lui, il a été un peu plus longtemps, du coup, il parle toujours très bien français. Mes jumeaux étaient très jeunes, du coup, des fois, je leur dis des trucs en français, répondent en anglais. Mais ça a toujours été très dur de parler à la maison parce que mon ex-femme ne parlait pas français et ma femme actuelle non plus. Donc, tu parles en anglais avec tes gosses? Ouais, j'aurais dû être plus présent sur le français, les laisser, elles, parler en anglais et moi en français. Mais je ne l'ai pas fait. Comment tu leur expliques ce que tu fais dans la vie? Alors, ça fait 17 ans, j'imagine. Bon, il sait, hein. Mais quand même, comment tu leur apprends? À quel âge tu leur expliques le métier de papa quand ils disent... Quand ils demandent à l'école, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait ton père dans la vie? J'ai fait avec tous de la même manière que j'ai fait avec mon premier. C'est-à-dire que j'ai jamais menti à mes enfants. J'ai jamais voulu leur mentir, j'ai jamais voulu leur dire que je faisais quelque chose que je faisais pas. Mais vers 5-6 ans, papa, il va travailler. Mais c'est quoi le travail de papa? Au tout début, j'expliquais que je faisais des films, j'étais dans la production de films pour adultes. Sauf qu'à ces âges-là, il n'y a aucune notion de sexualité, bien sûr, aucune raison d'expliquer. Non. Donc, ça représente quoi? Ou des films qui font peur, ou des films avec des mots... Film pour les grands, quoi. Voilà. Un peu plus tard, lorsqu'ils arrivent vers 10-11 ans, t'expliques que dans les films de papa, c'est des films pour adultes parce qu'il y a des gens tout nus dedans. Tu dis juste ça? Voilà.
Puis un petit peu plus tard, tu commences à expliquer que bah, papa, des fois, il est tout nu aussi dans les films. Et vers 14 ans, mon fils le plus vieux, 13-14 ans, un jour, il revient, il avait passé la nuit chez un de ses potes, et il me dit, papa, c'est quoi Pornhub? Et là, je lui dis, OK, on va se poser, on va discuter. Je lui explique. Déjà, je lui demande d'où il a entendu ça. Il me dit, ben, le grand frère de mon pote Daniel parlait de ça. C'est quoi? Je lui dis, voilà, c'est ce genre de film, il se passe ça dans les films, c'est pour ça que c'est que pour les adultes. Et il me dit très naturellement, il dit, ah, donc pour tes films. Je lui dis, voilà, exactement. Un jour, on est en voiture. Je lui dis, Adam, on n'a jamais vraiment parlé de ce que tu penses de mon travail. Et il m'a foutu les boules ce jour-là, j'ai failli chialer. Il me parle d'un de ses meilleurs potes. Il a 2 meilleurs potes, Daniel et Jake. Et il me dit, le père de Jake, c'est un acteur de série américaine assez connu. Et il me dit, regarde, le papa de Jake, il fait des films traditionnels, des séries, des trucs comme ça, mais il est 2 mois dans l'année à la maison. Il me dit, toi, papa, tu nous emmènes à l'école, tu nous ramènes, tu nous récupères, tu nous emmènes au sport, tu fais du sport avec nous, tu joues au jeu avec nous, tu sors avec nous. Il dit, je préfère avoir un papa qui fait ton métier, mais qui est présent avec nous, qu'un papa qui est jamais là et qui ne fait pas ton métier. Alors, Ah ouais, tu t'es dit, bon, ouais. J'avais les larmes aux yeux. Le fait qu'ils comprennent ça à cet âge-là, c'était incroyable pour moi. Okay. Et du coup, j'ai gardé ça. Et là, maintenant, mes jumeaux qui ont 14 ans, on a eu cette discussion. Et pareil, ils sont là, OK, papa. Pour eux, je suis vraiment un papa très, très, très présent. Je vais te parler de l'industrie du porno. Je vais te demander le scénario le plus drôle que tu as fait, la scène la plus hard, le truc le plus dingue, etc. Juste après aussi, je vais te demander si tu as fait ou pas fait. Je vais te citer plein de choses faisables dans le sexe. Tu sais, dans les recherches sur les sites, machin, tu vas me dire si tu l'as fait ou pas, si tu veux bien. Cool. Mais comme il me reste, je vois qu'il me reste en fait 20 fiches. Je suis à 22 sur 42. Et je pense que ça fait déjà longtemps qu'on est là. Est-ce que ça te chauffe qu'on fasse une émission en 2 parties? Super chaud. Ouais, ça te chauffe? Super. Comme ça, on se le fait en 2 fois. Écoutez, merci à tous d'avoir regardé cette première partie avec Manuel Ferrara. On vous met des vidéos tous les mercredis, vendredis et dimanches. On vous met 3 vidéos par semaine sur Légende. Merci de la commenter. On se retrouve pour la prochaine vidéo, du coup, pour la partie 2. N'hésitez pas à liker vraiment la vidéo si vous avez kiffé. Ça nous aide vraiment beaucoup sur le référencement, la petite cloche. À vous abonner sur YouTube aussi. Je vous mettrai tous les extraits, comme d'habitude, sur le TikTok de Légende, sur l'Instagram, sur le Snap aussi. Sur Instagram, on vous met toutes les vidéos, sur Facebook, enfin partout. Merci à toute l'équipe d'avoir préparé l'émission. On se retrouve pour la prochaine vidéo, pour la partie 2. Ciao tout le monde.